Bonjour à tous et bienvenue dans Arrêt au stand de la course. Vous le savez, maintenant, tous les dimanches après-midi, nous vous faisons vivre les courses automobiles. Et cette fois-ci, ce dimanche après-midi, on vous emmène sur les bords d'un terrain mythique qui est le Castellet. Le fameux circuit Paul Ricard, là où a eu lieu les grands moments de la Formule 1 depuis 40 ans et où se déroule aussi le championnat de France de GT4, où on va y découvrir ces magnifiques courses dans le sud de la France, normalement au pays du soleil. C'est quoi les particularités techniques un petit peu de ce circuit? Alors un peu plus de 5 km sur cette piste qui est assez large et spacieuse. La spécificité, c'est qu'il n'y a pas de rails de sécurité très proches, il y a des grands dégagements qui sont parfois controversés et parfois appréciés pour la sécurité des pilotes. Eh bien, c'est parti, on vous emmène tout de suite découvrir la course. Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus sur ce splendide circuit Paul Ricard. On est très heureux de retrouver ce tracé somptueux, pas pour rien évidemment qu'il a été élu comme situation française pour le Grand Prix de Formule 1. C'est vrai que cette année est tellement particulière, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on est heureux de retrouver ce groupe de l'Alpine Elf Europa Cup pour nous faire vivre cette troisième manche du championnat de France des circuits. Et pour ce qui concerne cette course, ce sera la 6e de la saison. Il y en a 3 au programme et on va évoquer ce qui s'est passé à l'occasion des qualifications ce matin après qu'elles furent annulées hier au soir compte tenu des conditions météorologiques absolument terribles que l'on a vécues ici sur la région du Var. Et bien sûr que voilà, les choses se sont recalées ce matin. La piste était gramouillée, comme on dit, elle n'était pas facile du tout. Et à ce jeu, malgré cela, alors qu'on voit que le temps nous offre des prévisions très, très intéressantes pour cet après-midi, eh bien c'est un Jean-Baptiste Mella qui a réalisé le record absolu, qui a été le plus rapide, le plus équilibré, qui a très vite et encore une fois admis et compris le fonctionnement de cette voiture redoutable, l'efficacité, signant ainsi la pole position dans un temps remarquable. On l'a dit, de 2 minutes 26 secondes 377. Il a devancé Matteo Herrero, l'excellentissime Matteo. Là aussi, entre les deux, ça va être très très difficile de faire la différence. Il va falloir vraiment s'intéresser à ce parcours. Je pense que la course 1 est toujours très importante. Elle situe un petit peu les choses, elle confirme des situations et elle est bien souvent la plus disputée, ou en tout cas une de celles-là. La logique est respectée. Encore une fois, les plus jeunes, les plus rapides sont devant. Ce n'est pas le cas dans toutes les catégories, c'est le cas en Alpine et on voit cette grille de départ. On a parlé de Mella et d'Herrero, on situe Edwin Trainard, magnifique 3e, Laurent Ergon 4e qui sera en pole en fin d'après-midi. Pierre Sancinena, le vainqueur de la saison 1 aux côtés de Lilou Wadou, la féminine, magnifique performance de Lilou. Léo Boulet nous a surpris avec cette position de 7e, à ses côtés Marc Guillot, derrière Fournier pour parler d'Anthony, le meilleur pilote gentleman qui a devancé, et c'est une surprise, Stéphane Oriacon, désigné comme étant le favori du groupe, puisqu'il a quand même glané la première position de Lib hier. Ensuite, on retrouve Gozia Erdest pour la pilote polonaise qui a devancé Stéphane Proux. Pour ce qui est de Philippe Bourgois, il prend le 13e rang. Il est belge, Julien Febro. Oui, oui, vous avez bien entendu, c'est bien hein, ce Julien-là, celui qui nous a fait pleurer à l'occasion de la victoire de Pierre Gasly sur les ondes de Canal+. On a vraiment beaucoup de plaisir de le retrouver là. Yves Lemaître est derrière. On a aussi Frédéric Croulet qu'on découvre cette saison, Pierre Maki et Franck Rouxel qui vont constituer la suite et la fin de ce plateau. On est en train de mettre les Michelin en température. Vous voyez que c'est pour l'instant une piste parfaitement sèche qui nous est proposée et a priori ce sera le cas jusqu'à la fin de l'après-midi. Demain encore une fois les choses risquent de se gâter un tout petit peu. Nous verrons bien. De toute façon la course prendra ses droits et on espère qu'elle pourra se dérouler dans les meilleures conditions. Ce qui est sûr c'est que cette course 1 va être géniale et on le répète, les jeunes sont au pouvoir dans l'Alpine Elf Europa Cup. On retrouve pas moins de 5 pilotes engagés en junior dans le top 7. Ça n'est quand même pas très fréquent et ça l'est suffisamment évidemment pour être souligné. On parlera des féminines, on l'a dit avec Gozia Erdest, la polonaise qui partira 11e à bord de l'Alpine numéro 3, et puis Lilou Wadou qui a réussi un 6e temps plutôt sympa évidemment pour la numéro 44. On sait qu'elle a l'ambition de faire mieux que ça, on n'a aucun doute là-dessus. Je pense qu'elle en a la possibilité, peut-être quelque part aussi le devoir par rapport à la jante féminine qui se doit de rivaliser, d'équilibrer le talent avec les garçons. C'est vrai qu'on n'est pas encore à la parité.
Mais il n'y a vraiment strictement aucune raison que ça ne soit pas le cas à un moment ou l'autre. Et suivez bien la voiture aux couleurs de Patrick Roger. Là, tiens, c'est celle engagée par Autosport GP, celle noire et bleue, qui nous permet d'identifier la voiture d'Edwin Trainard. Il a été remarquable sur cette qualif. Il partira juste derrière le poleman. Donc là, il y a quelque chose à faire au moment du départ. On a pu le vérifier ce matin déjà. Ça sera très important d'aborder les S de la Verrerie avec un maximum d'efficacité. Ce circuit somptueux, on l'a dit, 5 km 822 dans sa version longue, et ce sera le Grand Bleu ou la Grande Bleue comme vous voulez pour cette Alpine. Suivons bien également le retour de Julien Febvreau. Julien, on le répète, le commentateur de Canal et de la Formule 1 qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, d'éclectique. On le retrouvera d'ailleurs en Clio Cup, alors que ce volant il va le partager avec Philippe Queteau qui fera la course de ce soir. Et on a vu Philippe très déterminé, était aussi directeur tout simplement d'Alpine. Le tour de formation effectué avec beaucoup de lucidité, hein. Chacun y va tout doux, hein. Il ne s'agit pas d'abîmer les pneumatiques, au contraire le but est évidemment de lancer la machine avec un maximum d'efficacité, mais également d'aborder les S de la Verrerie avec la tête, pourquoi pas, et les voitures se présentent pour ce rolling start, ce départ lancé avec d'un côté, on le répète, mais là sur le côté droit c'est la voiture orange, et le départ est donné pour Matteo Hero. Très très bon start de Matteo qui déloge Mela de sa pole position, Mela qui pourrait même perdre 2 crans au bénéfice soit d'Edwin Trainard, mais plus vraisemblablement d'un super Laurent Hurgon qui sera en pole pour parler de la course numéro 2. Et attention à ce premier passage, on le sait, toujours un petit peu difficile. Herrero tient le cap. Oh là là, et une erreur de la part. Je crains qu'il ne s'agisse d'Edwin Trainard qui est parti à la faute dans ce premier tour. Quel dommage. Oh là là, que d'efforts qui sont ainsi détruits. La course, elle est quelquefois cruelle. Celle-ci démarre mal pour le pilote Autosport GP, et Mela en attaque, attention, qui essaye par tous les moyens et par tous les bords d'aller taquiner le réalisateur du All Shot. C'est bien parti, semble-t-il, également pour un garçon, Marc Guillot, qui était parti assez loin. On revoit cette faute, peut-être une petite touchette, hein. Peut-être n'est-il absolument pas responsable de ce qui s'est passé. Naturellement, ça arrive de temps à autre, une incompréhension vraisemblable. Et les premiers passages maintenant dans la longue rectiligne après la courbe de relance de la Sainte-Baume, très importante évidemment pour aborder ici avec la VMAX. Et on verra qui arrive à cette VMAX. Et Mela qui attaque tout de suite, qui ne se laisse pas impressionner et qui n'attend pas, bien sûr, où il était temps que la course se termine. La chicane où il a perdu un petit peu de temps, il a escaladé le vibreur sans trop de dégâts tout de même pour sa position, en tout cas, qui va rester celle de premier. Et derrière ça colle, derrière c'est en train de revenir littéralement. On voit la voiture jaune là-bas, celle de Marc Guillot, triple vainqueur de la Clio Cup, qui est en train d'attaquer. Ça attaque fort pour Laurent Hurgon, on vous l'a dit, crédité du meilleur secteur 2. Il est démonté, Laurent, il était en séance de dédicace tout à l'heure, et vraiment il nous a confié qu'il était très confiant, il adore ce circuit et qu'il va de toute façon à un moment ou l'autre porter une attaque. La voilà peut-être déjà cette attaque de Laurent, et ça sort très très large pour Matteo Herrero. Voyons également qu'au niveau du meilleur tour, à mon avis, ça devrait revenir a priori, hein, je dis bien a priori, on ne sait jamais, parce que derrière ça va vite aussi, devant également, mais je pense qu'on est en train d'assurer un meilleur tour en course pour Hurgon. Voyons cela. Est-ce qu'on a un espoir également de retrouver Pierre Sansilena dans les bonnes positions, parce que là Pierre n'était pas vraiment dans le rythme qu'il attendait, le pilote Racing Technologies vainqueur de la saison 1. On revoit cette image où pour ne pas perdre l'auto, il a fallu la laisser dériver très largement sur l'extérieur de cette courbe. Là évidemment qu'il n'y aura pas de sanction, parce qu'on a très clairement aperçu qu'il n'était absolument pas responsable, ou en tout cas qu'il n'avait pas cherché à gagner quoi que ce soit de terrain. Allez, les deux bleus là qui sont en train de s'expliquer. Pierre Maki qui effectue une belle remontée au sein de ce classement, où en est Julien Febvreau à l'occasion du premier pintage. Nous allons très vite désigner justement ce pilote et sa position, avec pour l'instant un Febvreau qui est passé à la 12e position, donc c'est très très bien. Pierre Maki qui avait fait un bon start, on l'a dit, on l'a aperçu avec la voiture numéro 18, et à l'image on voit Marc Guillot qui est en train de résister à Pierre Sansilena. Ça c'est une image qui nous intéresse, parce qu'on a quelque part deux générations de pilotes qui s'affrontent, avec Pierre qui avait remporté l'édition 78, qui a fait ensuite du GT avec une belle fidélité accordée à la marque. Il est vrai que cette marque est non seulement séduisante mais performante, hein. On le voit en GT, qui est un challenge multimarque, où là il y a vraiment des équilibres auxquels se mêle très sérieusement la marque Alpine. Allez, contre-attaque d'Herrero, Matteo qui va être je crois plus tard sur les freins. Attention de bien pouvoir saisir ce point de corde, c'est fait magistral, académique, scolaire comme on le dit quelquefois, et
Matteo Herrero qui récupère sa deuxième position sous l'œil de Laurent Ergon. Mais voyez ce qui se passe, eh bien très nettement, eh bien tout simplement cette explication est en train de livrer à notre ami Jean-Baptiste Mella l'occasion de creuser l'écart. Déjà un écart qui était de pratiquement 1 seconde tout à l'heure et qui va être assez insolent, je pense, sur ce deuxième tour. On pourrait avoir peut-être 1 seconde et demie, voire 2 secondes d'avance. Et ça continue l'explication à Laurent Ergon et Matteo Herrero. Bien sûr qu'on est là pour se livrer à cette baston. Et c'est marrant parce qu'on avait tout à l'heure, à l'occasion de la description de cette grille de départ, à situer la position des juniors qui était très avantageuse. Là, c'est en train de changer quelque peu avec Laurent Ergon qui est revenu, qui lui est engagé au scratch, avec Marc Guillot également qui est bien revenu et Pierre Sansilena Itou qui est un équilibre entre les juniors et les autres dans cette première partie de parcours. Alors que Traînard derrière, vexé quelque part de ce qui lui est arrivé tout à l'heure, eh bien, est en train d'exploser les chronos sur les secteurs. Edwin qui a battu le meilleur secteur 1, meilleur secteur 2. Attention au retour du jeune pilote Autosport GP, ça pourrait être extraordinaire à suivre, de même que cette bataille au sein du peloton là où les explications vont bon train, même si ça se passe d'un tout petit peu loin. Et on voit qu'on est en train de s'affairer sur une des voitures peut-être, puisque Franck Rouxel n'est plus de la fête, le numéro 7 n'a pas franchi, même je pense, voilà, il n'a fait aucun tour. Il doit être quelque part sur la piste. Voilà, ça klaxonne un petit peu à tous les étages. On vient de s'en apercevoir avec des autos qui sont pourtant beaucoup plus loin sur les positions. Ça qui est bien avec les challenges monomarques, évidemment, c'est que quel que soit l'endroit où on porte nos yeux, nos regards, il y a une explication, il y a des équilibres. Et c'est un peu, je pense que c'est beaucoup ce que viennent chercher ces pilotes, justement, le plaisir de piloter. Et là, le plaisir est associé à cette explication. Et il est aussi le nôtre, évidemment, du coup. Et on retrouve quelques voitures très engagées, celle par exemple qu'on a aperçue furtivement, celle de la 44 de Lilou Wadou. Tu vois bien la féminine, elle est l'une des plus rapides du groupe, hein, même si pour l'instant la domination reste celle attendue et réalisée légitimement, je pense, quelque part, hein, tout de même par l'excellent Jean-Baptiste Mella, alors qu'on va freiner super tard pour Matteo Herrero. Laurent Ergon ne peut rien pour l'instant. Je dirais même qu'il est en train d'assister au retour d'un point jaune qui grossit dans ses miroirs. Il s'agit de Marc Guillot, très très vite devant Pierre Sansilena qui pour l'instant ne peut rien faire pour rester dans son rythme. Et Gausia Erdest, l'auteur du plus beau retour, elle s'est même débarrassée de sa rivale quelque part, Lilou Wadou. Gausia avec les couleurs Baco et cette voiture et une licence polonaise donc pour cette féminine. Magnifique performance puisqu'elle avait complètement, elle était plus ou moins quand même passée à côté de ses chronos. Elle était 11e temps seulement et la voiture est revenue 6e, c'est-à-dire que le plus gros du boulot est fait. Puis on s'aperçoit que devant le champ est libre, donc on va pouvoir donner libre expression à son envie d'aller plus haut, plus vite encore. C'est le but, c'est l'objectif, c'est l'école du sport, c'est tout le plaisir également qu'on a dans cette période si compliquée de pouvoir se retrouver autour de ces anneaux de bitume. Et on voit à l'image Julien Febvreau, pareil, qui est en train d'apprendre cette voiture. Il a souffert un petit peu pendant les qualifications en Clio parce qu'il va faire double participation dans les deux catégories. Ça sera un double régal pour nous de le voir et de l'apercevoir. Et on s'arrête évidemment sur cette image de la 110. Alors c'est la 110, hein, c'est-à-dire la bien numérotée pour évoquer cette voiture fabuleuse qui nous rappelle les années 70 et les victoires dans le cadre du championnat de rallye en particulier où elle avait brillé. Et on a réussi un exploit, hein, celui de construire une voiture évidemment beaucoup plus volumineuse, même si ça n'apparaît pas au premier regard, mais quand on met les deux côte à côte, on ne se trompe pas très longtemps. Et surtout une auto hyper moderne, hyper performante où les gens prennent un plaisir réel à piloter, à aller vite. Et là, il y en a un qui a, depuis Magny-Cours, explosé les compteurs. Il est en train de vraiment ouvrir la boîte à points, alors que la 110 est au ralenti malheureusement. Aïe aïe aïe, la 110 qui est au ralenti justement, on l'a envoyé tout à l'heure. Et là, il y a des problèmes pour Julien Febvreau. Un petit souci, mais suffisamment inquiétant pour l'empêcher d'aller peut-être jusqu'au bout de cette course. Attention, ça bouscule derrière avec Stéphane Proux. Stéphane Proux à la lutte avec Léo Boulet et peut-être également Yves Lemaître qui sont en explication. Ça se passe derrière, mais encore une fois, c'est ça tout l'intérêt des coupes monomarques. On se régale, on prend du plaisir à tous les étages. Et devant l'étage, il est celui de cette fusée, alors qu'on est rentré pour Julien Febvreau.
et qu'on s'affaire autour de cette voiture, mais que visiblement ça sera un petit peu compliqué. Une voiture réputée pour sa résistance justement, mais là la mécanique quelquefois est un petit peu capricieuse, bien sûr, hein, lorsqu'on a des objets de compétition, quels qu'ils soient, c'est à chaque fois la même chose. Et amélioration du record du tour, encore un tour extrêmement vite bouclé par Jean-Baptiste Mella, 2 minutes 17-0 pour la numéro 17. Par contre, regardez derrière, ce groupe est en train de se former, de se reformer. Herrero, Urgon, Guillot et Sancinena. Voilà ce quatuor qui va s'en donner à cœur joie. Et j'en connais un qui est en train de s'implanter derrière. Hein. C'est Pierre Sancinena. Le rythme était pas si rapide que cela en début de session. Et puis là, on voit que c'est en train d'arriver, c'est en train de venir. Ça dépend un petit peu des choix de setup qui font qu'on privilégie soit le début de la course, soit le milieu, soit la fin. Et là, bien sûr, on a le sentiment qu'il va falloir résister à cette envie de double, celle de Pierre Sancinena. Ah, il est bien sorti, Pierre. Attention à Marguillot. Marguillot qui était un petit peu plus large sur le vibreur, alors que Pierre Sancinena est à l'attaque et que Marguillot est en train de s'échapper à la relance, justement, et va peut-être porter une attaque au bout de cette rectiligne. Ça ne passera pas pour l'instant. Et assurément, Matteo Herrero devra absolument en mettre une petite couche supplémentaire sans aller trop loin tout de même. On sait qu'il est très jeune et il nous vient du championnat de France F4 et la structure qu'ils ont montée avec son père est extrêmement performante et elle est confirmée comme étant une des structures phares de ce groupe. Mais pour l'instant, le phare, eh bien le voilà, il est orange, ça tombe bien, c'est la couleur du soleil, c'est la couleur en tout cas de cette auto qui domine les débats. 2 minutes 16 secondes 9,35, voilà, nouveau record sous les 2,17, alors que personne pour l'instant n'a réussi cet exploit. Quelques-uns se sont approchés de la barre des 2,18, mais seulement de cela, donc il reprend 1 voire 2 secondes par passage. C'est énorme, c'est rare de voir ce type de domination, sincèrement. On peut même se demander si ça va tenir jusqu'au bout. Et l'explication entre Macchi et Proux continue de nous livrer un beau spectacle à l'arrière. C'est pour les explications justement au sein du peloton des gentlemen, on l'a dit, il y a des gentlemen très rapides, mais la logique quelque part est respectée que de les voir évoluer dans la deuxième partie du plateau. Et là franchement c'est vraiment à l'équilibre des jeunes, à leur attaque, à leur fougue que se livrent les combats les plus intéressants. Mais voilà, il y en a d'autres à tous les niveaux. On peut le confirmer à chaque fois qu'on regarde ces groupes qui se sont tout de même un petit peu distendus, un petit peu disloqués après que nous soyons en train d'arriver tranquillement vers le cap de la mi-parcours. Je pense que devant c'est vraiment quand même un autre rythme, c'est clair. Jean-Baptiste Mella est en train de mettre la barre très très haut dans cette catégorie. Et le retour de Trainard, voilà ce qui est en train de se produire. Edwin qui est 16e désormais, qui va passer 15e. Alors qu'il a effectué un tête à queue, vous l'avez vu sur la courbe de la Verrerie au moment du départ. Il nous dira bien sûr à l'arrivée s'il était poussé ou pas, s'il est parti tout seul à la faute. On sait qu'il aura l'honnêteté de toute façon de nous confier la vérité absolue. Et regardez, il est vraiment exalté là. Il a gagné la course 3, c'était à Nogaro. On a passé un moment formidable avec sa famille à apprécier cette victoire. On voit cette image d'ailleurs, on va essayer de... Difficile à dire, hein. Franchement c'est très difficile à dire. Je pense qu'on n'a aucune possibilité de le faire. Je pense que par contre le mur d'écran des juges arbitres va être beaucoup plus évocateur de ce qui s'est passé réellement. Et en tout cas, regardez le retour d'Edwin Trainard, la voiture Autosport GP qui va passer au virage du point à nouveau et relancer la mécanique de l'Alpine pour essayer d'apercevoir du blanc maintenant, c'est-à-dire la place qui est devant lui et qui lui permet de remonter de pas mal de positions. C'est Yves Lemaître qui va être sous la menace assez vite, hein, parce que les écarts de rythme sont de l'ordre peut-être d'une seconde et demie par tour. Donc arithmétiquement, d'ici 2-3 tours, il aura refait la soudure. Espérer rentrer dans les points va rester quand même un challenge assez compliqué. Les points, les gros, les bons, eh bien c'est pour Jean-Baptiste Mella, Matteo Herrero pour l'instant. Difficile évidemment d'évoquer si la place d'Herrero ne sera pas menacée d'ici peu par Laurent Urgon comme on l'aperçoit maintenant. Laurent qui se décale tout de suite sans attendre le phénomène d'aspiration et va essayer de se jeter super tard sur les freins. Mais on sait que Matteo c'est un frein tard aussi, hein. Il essaie plutôt de lui coller de la pression. On sait qu'il y a une grande différence d'expérience entre les deux. Laurent qui a beaucoup plus de roulage évidemment que le jeune Herrero, mais on sait aussi qu'il sait gérer ce genre de situation compliquée. Alors il faut des épaules, il faut du mental, et là de ce côté là on est évidemment avec des bons, avec des tout bons. La preuve, hein.
puisque Marc Guillot, qui est quand même triple vainqueur de la Clio, pour l'instant, il lui manque un tout petit schmoul pour pouvoir rester dans ce rythme-là. Marc qui pilote la 21, la jaune, et il va bénéficier, lui, de cette explication qui est en route et qui permet à Laurent Hurgon de passer à nouveau à la deuxième position. Et Laurent qui a repris cette deuxième position. Et regardez l'attaque de Marc Guillot qui se met un gros survirage. C'est une auto, évidemment, avec moteur arrière et propulsion. Donc, lorsqu'on accélère un petit peu trop tôt, il va falloir gérer des situations de glisse qui ne sont pas favorables au chrono, enfin rarement en tout cas dans ce type d'épreuve. Et pour le moment, celui qui est en train de claquer justement les bons temps, c'est Laurent Hurgon. Alors il y a un deuxième challenge maintenant. Est-ce qu'il est capable d'oublier ce beau monde et d'aller jouer avec la voiture de tête et d'attaque? Ouais, superbe passage du pilote Marc Guillot. Marc qui s'est glissé à la corde, mais sans gêner qui que ce soit. Matteo l'a compris, pilote intelligent qui n'a pas cherché à fermer plus que cela la porte. Et on le voit, et Marc Guillot qui me semble-t-il aura du mal à rester à cette place. Alors on va voir si on se trompe ou pas, mais je pense pas qu'Herrero se laisse distancer. On l'a vu sur un rythme rapide, à moins que Marc, évidemment, et stratégiquement décidé maintenant de porter son effort pour essayer de créer un petit écart et d'assurer les points de la troisième position. Pourquoi pas aller jouer plus tard avec Laurent Hurgon. Laurent qui a pris quand même 45 voitures d'avance. C'est jamais très simple. Il va rester encore 10 minutes de course, c'est long. Peut-être 4 tours, hein, tout au plus. Et assurément cette bataille, voilà, sous l'œil de Pierre Sancinena qui essaie de se glisser à la corde de Matteo Herrero. Matteo qui baisse un petit peu de rythme, hein. On avait cru qu'il aurait pu maintenir ce cap, mais il semble que ce soit difficile. J'irais même jusqu'à penser que Marc Guillot, la 21, va pouvoir revenir sur Laurent Hurgon, hein. J'ai la sensation que Marc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais alors depuis 2 tours maintenant, il est super vite, et on le voit d'ailleurs à l'image, il essaie de se décaler tout de suite, hein, et là ça va pas être évident psychologiquement d'influencer l'attitude et le freinage de Laurent Hurgon, qui est très sûr de son or. On rappelle que tout à l'heure il s'élancera depuis la pole position sur la grille de départ, et assurément il fera partie du coup partant de cette place des grands favoris, d'autant que s'il revient avec cette dynamique de la position de second, eh bien, ça sera une aide supplémentaire. Qu'en est-il des temps au tour réalisés par ces hommes de tête? Eh bien, la logique côté arithmétique est parfaitement respectée. 2 minutes 17.6 pour le dernier tour accompli par Jean-Baptiste Mella. Il est donc légitimement leader, en train de marteler tout simplement et d'attaquer plus. Celui qui attaque en ce moment, c'est Stéphane Auriacombe. Depuis la 9e position, Stéphane qui améliore ses temps. On n'était peut-être pas tout à fait sur la bonne pression pneumatique au départ, et ça marche de mieux en mieux pour Stéphane. Stéphane qui peut aller chercher Anthony Fournier. Il lui reste 7 dixièmes pour aller chercher la première position du classement. Et Gentleman, c'est parfois possible, et ça va l'être cette fois encore, j'imagine en tout cas, à moins évidemment qu'Anthony ne puisse résister pendant les quelques passages restants. Il reste 9 minutes et c'est encore évidemment long. En fait, il va falloir être costaud là. Pareil pour Sancinena qui va attaquer immanquablement Matteo Herrero à un moment ou l'autre de cette épreuve. Voilà la relance. Là, on a vu Matteo monter un petit peu plus haut sur les vibreurs, et donc il va falloir prendre la spie et essayer de ne pas se laisser distancé au moment de cette réaxel. Apparemment ça ne sera pas pour ce passage là, hein. Et devant on est en train de partir un petit peu. Réponse non, pas pour l'instant. On a même repris pour Laurent Hurgon 2 dixièmes à Jean-Baptiste Mella. Certes ça ne suffit pas pour espérer remporter cette épreuve, mais resserrer les liens ce serait déjà pas mal pour la suite, et pour avoir la certitude qu'on était bien sur les bons setups. Des attaques qui se produisent au cœur du peloton, avec des pilotes qui sont en explication, avec des Anthony Fournier, des Stéphane Auriacombe qui sont à la lutte, qui est pour l'image qui nous est apparue maintenant, celle de la voiture bleue de Lilou Wadou, la numéro 44, mais qui reste pour l'instant deuxième des jeunes femmes. Et Gosia Herdès, encore une fois, crédité d'un départ plus que bien, même si devant les espaces sont creusés. Il y a 12 secondes de handicap par rapport au groupe conclu par Pierre Sancinena. Autant vous dire que ce ne sera pas évidemment possible pour cette course-là, en tout cas, d'améliorer ce 6e rang qui au demeurant est beaucoup plus conforme à ce qu'on est en droit d'attendre de la polonaise lorsqu'on l'a vu rouler à Nogaro, lorsqu'on l'a vu évoluer à Magny-Cours. On rappelle que la grande finale, au-delà des 3 courses du Paul Ricard, ce sera sur le somptueux circuit de Portimao dans l'Algarve, dans le sud du Portugal. Et voilà Lilou Wadou qui essaie de se déjouer du retour d'Anthony Fournier, un meilleur gentleman pour l'instant. Et on aperçoit les couleurs de Stéphane Auriacombe qui aurait peut-être souffert par rapport à Léo Boulet. Attendons évidemment un chronométrage et un pointage officiel de tout ce beau monde pour confirmer ou infirmer cette situation. Ça va bien pour Philippe Bourgois qu'on a aperçu avec le dossard numéro 9 là-bas. Lui aussi est engagé aux couleurs de la Belgique.
C'est le numéro 9, Philippe Bourgois, qui est engagé en gentleman avec le Racing Technologie. C'est là aussi une équipe très performante pour ce pilote belge qui résiste bien dans ce groupe. Et chacun des gentlemen, à chacune des sorties, me semble-t-il, utilise en tout cas une marge de progression intéressante. On peut s'en apercevoir sur cette course 1 de l'Alpine Elf Europa Cup, pour l'instant dominée de la tête et des épaules par un garçon, Jean-Baptiste Mella, qui nous la rajoute à la façon de Nevers-Manicourt, qui est maintenant très sûr de lui, bien sûr, et on n'a pas l'impression qu'il force plus que cela. La voiture est très bien mise au point. On sait qu'Autosport GP s'associe les services de 3 AG, pas moins. Pour l'heure, eh bien, ça semble être une compétence parfaitement utilisée. Parce qu'il y a ça, d'une part, il faut partir avec une bonne voiture, avec un bon setup. Encore faut-il tourner le volant. Et là, de ce côté-là, les deux qualités sont intimement réunies. De même que l'on va saluer un nouveau passage de Laurent Urgon avec la voiture 69. Il améliore son meilleur tour de 17-0. Il a repris 3 gros dixièmes au leader, qui doit commencer, à mon avis, à assurer tout simplement sa place. Et le retour de Léo Boulet après un début de course un petit peu compliqué. Léo, fils d'Antoine, qui va pointer au 9e rang avec la 97 et qui a débarrassé Auriacombe de sa place, et Auriacombe qui voit la victoire en gentleman du coup s'éloigner tout bonnement, parce qu'Anthony Fournier est encore une place devant, c'est-à-dire au 8e rang du classement général, et qu'on a toujours Léo Boulet à l'écran, qui est maintenant en train de klaxonner derrière Anthony Fournier, alors qu'une erreur est à mettre au passif de Stéphane Troux, qui est parti à la faute au virage numéro 15, c'est le virage du pont, et donc il va falloir refaire l'effort. On parle d'effort, on parle de traînard, Wanné Edwin. Il est remonté jusqu'à la 12e place. Et attention, devant, il y a des explications là aussi qui sont en train de se dérouler avec l'attaque de Léo Boulet sur Anthony Fournier. Ça ne passe pas pour l'instant. Belle défensive d'Anthony Fournier qui a bien résisté à l'attaque impressionnante de Léo. Léo Boulet, on l'a dit, un tout jeune pilote, alors que son papa avait été un très très bon pilote de Clio, et qui, on le connaît dans le monde de la voltige aérienne. Il nous avait présenté d'ailleurs des pilotes de voltige qui étaient venus avec nous en cabine de commentateurs il y a quelques années, et ça avait été un régal absolu de partager ces moments avec un pilote qui s'appelle Nicolas Ivanov, et qui évolue sur des avions de vitesse complètement dingues qu'on aperçoit quelquefois entre des balises à des altitudes très basses. Bref, c'est la comparaison entre deux mondes de furieux quelque part. En voilà un autre furieux, 12e rang pour Edwin Traînard. Il a encore un petit espace à combler pour aller chercher Philippe Bourgois, mais ça reste tout à fait vraisemblable. Il va rester 4 minutes dans le temps et le format réglementaire de cette épreuve. Et la domination, certes, est toujours là, mais l'écart c'est quand même un tout petit peu réduit, même si ça reste un petit peu insolent, j'imagine. 4 secondes et 5 dixièmes écart maintenant entre Jean-Baptiste Mella, qui ne regarde plus derrière. Il en a plus besoin, il suffit qu'il assure son rythme, pas trop taper dans ses pneus et voir que les voyants sont tous au vert pour l'instant. Aucun souci de ce côté-là. Et c'est passé pour Bourgois. C'est un petit peu difficile pour Stéphane Auriacombe, le numéro 6, qui doit céder sa position. Et à l'image, cette voiture jaune de Marc Guillot, un excellent pilote, Marc Guillot, et on voit cette Alpine qui pique du nez, là, une voiture extrêmement stable, elle a été conçue pour être un outil de plaisir, mais aussi de performance absolue. 270 chevaux qui animent cette machine, et donc le rapport poids-puissance est très favorable, bien entendu. On s'en aperçoit avec les temps d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que la pole a été décrochée par Jean-Baptiste Mella en 2,26,3, et ça fait 143 km/h de moyenne au tour, sachant qu'on prend la chicane nord dans laquelle sont en train de débouler ces pilotes. Allez, l'attaque, et ça devrait passer, et ça va passer d'ailleurs pour Matteo Herrero, qui reprend le meilleur sur Marc Guillot. Matteo Herrero qui vient de se saisir à nouveau de cette position de 3e, et là c'est synonyme d'un podium. Allez, la contre-attaque de Marc. Wow, et petite touchette entre les deux voitures là-bas, on l'a vu sur le bleu. Et attention, la rentrée dans le signe pour Matteo avec un Marc Guillot dont on voit qu'il est vraiment à l'archi-limite, il est vraiment très très proche de ce qu'il est capable de faire. Allez, il va sauter au point de corde, et ça devrait passer dans le double bossé. C'est mieux placé, semble-t-il, alors qu'on va revoir cette image de ce tout petit contact entre les deux autos. Vous voyez que le phénomène d'aspiration a joué à plein là, tellement d'ailleurs que les deux voitures
voitures se sont très légèrement frictionnées. Bon, sans qu'il n'y ait de particulier et de risque pour l'un et pour l'autre. Et ça continue à chiffonner. Marguillo, Matteo Herrero et Marc qui est placé à la corde, mais Matteo est mieux placé pour ensuite aborder le virage qui va arriver. Et sur le freinage du pont, à mon sens, il va garder cette position. Oh, et la menace est très rive de Marguillo. Et ça permet à tout ce beau monde, y compris Pierre Sancinena, de venir se mêler à cette lutte extraordinairement disputée. Matteo Herrero par l'extérieur, il est en train d'inspirer Pierre Sancinena. Et Pierre qui vient aller sur le bleu pour essayer de déloger l'un et l'autre de leur position respective. Qui va freiner le plus tard à la verrerie? Qui va se dégonfler le premier? Et c'est Matteo qui sera le plus tardif pour sauter sur ses freins. On sait que c'est une auto qui freine très très bien, mais à ce niveau-là de la course, croyez bien qu'on a vu même Pierre lâcher un petit peu pour laisser l'explication se livrer, tellement il a dû se dire bah les gars, si vous continuez comme ça va pas aller jusqu'au bout. Et lui il a envie de rentrer des points, de ramener quelques points à la maison naturellement. Marguillo très très attaquant, très combatif là sur l'action pour aller taquiner le jeune et très talentueux lui aussi Matteo Herrero. Alors ça permet bien sûr à tout le monde devant de s'en aller, que ce soit Urgon, que ce soit Mela, mais quel régal nous ont offert ces trois-là. Il reste combien de temps? Une petite minute seulement. Ah, ça serait cool qu'on allait encore un peu parce que vraiment on se régale de les voir jouer. Et c'est pareil pour l'arrière où on aperçoit la voiture d'Oriacombe. Devant lui il y a les deux pilotes gentlemen qui sont en train tout simplement d'être pour lui des empêchements d'aller jusqu'à la deuxième et première position du gentleman. Pour l'instant il est crédité du troisième rang. Vous savez qu'on souhaite récompenser les pilotes gentlemen, les pilotes juniors et les pilotes du scratch à travers 3 podiums qui seront organisés, y compris l'équipe récompensée par Baco d'ailleurs. Et on aura le plaisir de retrouver Thomas Bastin tout à l'heure pour animer ce triple podium de l'Alpine Elf Europa Cup. Et voilà, on l'avait senti, hein, ça chauffait sérieux pour le dossard numéro 41 de Fournier. Et cela pourrait permettre, et cela va permettre peut-être à Bourgois, ou le contraire, parce qu'il y a eu tellement d'explications, il y en aura d'autres dans la fin de ce tour, de pouvoir alterner les places pour la catégorie gentleman. On l'a dit, très disputé. Voilà, Oriacombe à la corde de cygne, ça ne passe pas. Et regardez qui est en train de débouler derrière, qui est en train d'utiliser le maximum de la largeur de la piste. C'est Edwin Trénard qui est en train de revenir avec la voiture aux couleurs Patrick Roger, avec cette voiture noire. Il est vraiment énorme et continue à vous expliquer comme ça, et ça va profiter aux jeunes qui a toute la capacité d'aller chercher une place, pourquoi pas de 9e. Ce serait fabuleux après ce départ tronqué par cet accrochage et vraiment la déception que j'imagine pour lui. Le plaisir qu'il aura pris là et qui nous aura fait prendre aura compensé un petit peu de ce regret. En tout cas devant, les carottes sont cuites pour Jean-Baptiste Mella, pour Laurent Urgon. Ce sera la première et la deuxième position, personne n'ira les taquiner. Nous sommes dans le dernier tour et ce tour là qui va être marqué toujours par cette explication entre Marc Guillot et Matteo Herrero. Et Matteo qui a repris de l'air, hein, Matteo qui a repris de large et qui va aller je pense jusqu'au podium. On ne voit pas très bien comment les choses pourraient se modifier et s'inverser alors qu'on voit une figure de style qui malheureusement empêche un pilote de pouvoir performer jusqu'au bout. Il s'agit de la voiture numéro 5 de Brooks, engagée en championnat gentleman, qui est parti à la faute dans le pénultième tour. C'est dommage, c'est dommage parce qu'il avait fait le plus gros du job. Il occupait jusqu'ici je crois la place de 13e, hein, ce qui n'est pas si mal que ça. Il y avait du monde derrière et ça continue de bastonner grave pour le trio Oriacombe Fournier Bourgois. Pour l'instant ça reste dans cet ordre inverse. Et la voiture 5 voilà, qui est confirmée comme au virage numéro 11 et ayant commis cette petite erreur. Et allez, il a tout jeté, Marguillo, la jaune, pour aller chercher cette témérité, cette audace du jeune Matteo Herrero. Matteo qui avait réussi à s'inscrire deuxième à l'issue des qualifications et qui là, en début de session, on l'a senti un petit peu en délicatesse. Ça ne lui aura pas permis de garder cette place, mais les gros points de cette troisième position vont le satisfaire. Croyez-le bien, Lilou Wadou. Attention à Lilou Wadou qui vient d'attaquer. Lilou Wadou sur Gauzier RDS, c'est une bataille de femmes, une bataille de talent, une bataille d'équilibre amenée par cette jeune femme de 19 ans seulement. Incroyable talent là aussi, hein, pour évoquer sa position, sa place et son envie, avec une équipe également qu'on salue parce que vraiment elle aussi a fait un boulot et un choix extraordinaire avec Autosport GP. Et je pense que les 6 voitures engagées désignent cette équipe comme étant une des favorites. Maintenant, Herrero Racing, on l'a dit, c'est pareil. Racing Technologie, pas mal non plus.
avec Pierre. Et la victoire donc pour Jean-Baptiste Mella qui peut flasher ses mécanos. Voilà, bravo les gars, c'est vraiment incroyable. Cette domination est assez inhabituelle en challenge de marque, en coupe monomarque. Et pourtant elle est bien là avec Laurent Urgon qui assure les gros points de cette deuxième position. Et derrière jusqu'au bout, Matteo Herrero qui se bat pour garder ce troisième rang. Et cette petite marge du podium qui le désigne comme étant vraiment quelque part légitimement sur ce podium. Mais quel parcours fabuleux de Marc Guillot. Marc qui va terminer, se contenter de la 4e position. Je pense qu'il n'a rien à regretter parce qu'il aura vraiment tout tenté. On voit cette image qui est toujours intéressante dans Laurent Urgon qui va faire un petit coucou à son coéquipier, non moins adversaire, Jean-Baptiste Mella, qui met vraiment un pied, non pas encore dans le titre, mais dans les ambitions qu'il est en train d'affirmer. C'est-à-dire, je veux absolument remporter cette saison. Après, bien entendu, un parcours en 2019 qui a déjà été intéressant parce qu'il avait terminé 4e du groupe. Et bien sûr qu'après, on peut imaginer quels sont les souhaits de chacun de ces pilotes. Avec Philippe Bourgois, tiens, à l'écran, le pilote belge, qui aura fait une course remarquable puisqu'il va s'emparer du classement gentleman. Pour Philippe Bourgois, c'est déjà un challenge parfaitement accompli. Alors pour parler des juniors, tiens, les juniors, eh bien, il y en a 2 sur le podium, donc là il n'y a pas d'histoire. Ça confirme ce qu'on avait aperçu. Les jeunes prennent le pouvoir en matière d'Alpine Alpha Europa Cup avec un Laurent Urgon qui fait de la résistance. Alors il n'est pas encore papy, loin de là, mais clairement il est dans le rythme des plus vite dont fait partie bien entendu Matteo Herrero, ce qui là non plus n'est pas une réelle surprise. On aperçoit tous les commissaires de piste en train, et ça c'est traditionnel, c'est une très bonne habitude du sport automobile de saluer ses pilotes, voilà, les commissaires que l'on salue au passage, parce que l'on doit beaucoup pour la sécurité des concurrents. Du côté des teams, eh bien c'est Autosport GP qui va l'emporter, qui sera récompensé dans quelques instants du trophée Baku. Les gentlemen, on l'a dit, pour la 3e position, on va retrouver Stéphane Aurillac-Combe. Pour la 2e position, s'invitera sur ce podium tout bonnement Anthony Fournier. Anthony Fournier qui a livré une bataille très sympa à une adversité pourtant redoutable, on a pu le confirmer, mais celui qui finit par l'emporter, il est belge. Il a piloté la voiture numéro 9, c'est Philippe Bourgois. Et il y aura un classement également pour les tout jeunes de ces pilotes. On l'a dit, il y aura des doubles podiums concernant ces classements. Le 3e en junior ne sera autre qu'une jeune femme, Lilou Wadou, qui est allée chercher ce podium vraiment à l'efficacité, au courage et à l'équilibre. Pour parler des 2 premiers, c'est pas compliqué. D'un côté, Herrero qui fait 3e du scratch, et de l'autre, eh bien, Mella qui remporte cette épreuve. Voilà, qui nous évoque évidemment l'impatience qui est la nôtre de retrouver. Ce sera pour la course numéro 2, ce sera en fin d'après-midi, 17h35 pour le départ de cette course 2. Restez bien à l'écoute naturellement. Il nous reste à partager la joie au pied de ce podium lorsque les pilotes vont descendre de ces voitures, et puis bien sûr ce fameux cérémonial duquel on ne se lasse absolument jamais, et qu'on retrouvera donc à 3 reprises. On commencera par le scratch, on continuera par les gentlemen et on terminera par le classement junior, avant bien entendu de pouvoir sur la course numéro 2 évoquer ce qui sera tout à l'heure aux alentours de 17h35. Et bien peut-être une jolie revanche, je pense qu'il y a des choses à confirmer du côté de Laurent Urgon, du côté de Marc Guillot, qui a bien senti que sa voiture à un moment de la course faiblissait un petit peu. Ça va induire des choix peut-être de réglage de base qui seront légèrement différents. 3e voiture à se placer sur cette ligne, on le voit, celle de Matteo Herrero avec la belle décoration de cette Alpine. Là aussi c'est très important, évidemment cette voiture le mérite largement. Elle est déjà rentrée dans l'histoire de l'automobile, y compris sur les véhicules de série qui s'arrachent maintenant et qui sont quasiment déjà des véhicules historiques. Il y a très peu de voitures qui ont eu ce privilège. Voilà, Matteo Herrero avec Laurent Urgon qui va rejoindre cette Victory Lane là pour préciser sous l'œil d'Alix Masson, un des responsables techniques du groupe. On rappellera que cette voiture est développée chez Signatec. Ça vous rappelle sans doute la participation de cette même Alpine au 24 heures du Mans de l'année dernière, avec la victoire et le titre de champion du monde de la marque, de l'équipe. Donc voilà, tout ce beau monde se retrouve réuni sur les circuits avec l'Alpine Alpha Europa Cup, et on voit les techniciens Michelin également qui vont s'approcher de ces pneus, peut-être pour conseiller ces gens ensuite. On va dire voilà, peut-être qu'il aurait fallu mettre un
petit peu plus, un petit peu moins de pression. La voiture de Laurent Hurgon, Laurent qui était en dédicace, on l'a dit tout à l'heure, et qui nous a confié qu'il était vraiment bien ici, qu'il avait envie vraiment d'aller jusqu'au bout, d'autant qu'il a bien réussi sa Q2. Alors que là, il avait dû se contenter, entre guillemets, parce que bon, c'était déjà extrêmement bien du 4e temps. Et voilà ce garçon. Alors lui, qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce qu'il a trouvé comme ficelle pour faire fonctionner cette voiture? Fabuleux, hein, une avance quand même assez insolente là, pour ce Jean-Baptiste Mellala. Mais là, il faudra se rappeler de ce nom. Et JB également pour évoquer ce prénom. On l'a aperçu en championnat de France F4. On sait qu'il a tout l'équilibre, toutes les qualités pour remporter le titre cette année. Mais la saison n'est pas finie. Il faut faire attention. Il faut construire cette saison avec lucidité, intelligence. Et je pense que du côté de ces deux qualités, il est capable justement de les mettre en avant sans aucun conteste. Voilà, tout le monde va s'approcher de ce garçon. Alors évidemment, dans le cadre du Corona, eh bien, on a un protocole qui fait qu'on ne peut pas peut-être avoir autant de déplacements qu'on le souhaiterait. Et puis d'autres voitures qui arrivent à l'arrière, vous le voyez, ce sera en fait le classement junior et le classement gentleman. Revoyons les meilleurs moments de cette épreuve numéro 1. Allez, le départ, fabuleux départ pour cette course 1 de l'Alpine Europa Cup. Et là, l'attaque de Matteo Herrero qui se débarrasse de JB Mella. On a cru un instant qu'il ne pourrait pas retirer la sortie d'Edwin Prenard. Ah, quel dommage, lui, il se serait battu pour la gagne derrière entre Liliou Wadou et Marguillo. Sont là aussi des bagarres passionnantes. Et l'attaque de Mella, regardez, c'est impérial. La voiture n'a pas bougé d'un iota. Ça veut dire que la pression sur les freins était parfaite. Réaccélération parfaite également pour Laurent Hurgon qui va s'emparer de la 2e position. Matteo Herrero qui va virer très large. Il n'y a pas eu de touchette entre les deux voitures, mais pour éviter de la perdre dans cette voiture-là, il a dû laisser passer Hurgon et la contre-attaque immédiate de Matteo. Et là, on s'est dit, voilà, là vous êtes en train d'offrir la victoire à Mella, mais qu'est-ce qu'on s'est régalé de cette bataille qu'on avait cru tourner à l'avantage définitivement des Herrero, et c'est pas le cas. Et là, on voit Marc Guillot en attaque à son tour sur Matteo, qui à ce moment de la course a été un petit peu moins rapide. Et la contre-attaque immédiate pourtant sur Marc Guillot, il s'en laisse pas compter, hein, Matteo Herrero, c'est pas un garçon qui va se laisser passer comme ça. Et Marc Guillot qui finalement trouve ce passage à un moment où Pierre Sancy-Lénard a recollé, et ça a été le plus beau moment de cette course. Une course fabuleuse avec Pierre qui a assisté en spectateur privilégié à cette explication devant entre un tout jeune et un pilote très expérimenté avec la voiture jaune, et la victoire de Jean-Baptiste Mella qui va pouvoir maintenant compter les points. Alors on dit qu'il ne faut pas les compter trop tôt, mais je pense qu'il va prendre une belle avance au championnat. Et on le voit avec pas de fébrilité, c'est pas quelqu'un qui va écraser la concurrence. Voilà, il le fait avec tout simplement l'esprit qui règne au sein de cette équipe. On a aperçu Stéphane Clerc, m'est-il semblé, qui allait saluer et récompenser Jean-Baptiste Mella sous l'œil d'un public qui finalement est venu, bien entendu, qu'on aurait aimé ouvrir les portes du circuit Paul Ricard, mais qu'on reste encore en protocole Covid et qu'on a vraiment un souhait, hein, je pense qu'on le partage toutes et tous, c'est que tout ceci s'arrête le plus vite possible et qu'on puisse à nouveau s'embrasser, à nouveau se toucher, parce que je crois que le côté tactile, il est bien là lorsque une course est finie et qu'on a besoin justement de ces partages qui vont être conclus par la cérémonie de podium. On aperçoit Thomas Bastin d'ailleurs avec qui est responsable chez SRO, Thomas qui est le speaker officiel du championnat de France, mais pas que, GT international aussi. Et on va bien sûr écouter pieusement ces appels, puisqu'ils sont synonymes de tout ce qu'on a décrit depuis le début. Ces appels des pilotes du podium scratch d'abord, et puis ensuite, on le répète, des podiums gentleman et junior, sachant que Baco, notre traditionnel partenaire, eh bien, récompense la meilleure équipe, et que ce sera encore une fois, alors on verra qui sera désigné pour monter sur ce podium. On avait aperçu à Nogaro Bob qui est responsable de tout ce qui est logistique, structure, Gilles Zafidi qui est le team, le propriétaire du team, qui est aussi le mentor, hein, je pense, de beaucoup de pilotes. Gilles Zafidi qui a été un pilote émérite en Clio Cup, et qui a décidé de s'investir à fond, et quand il le fait, c'est toujours à fond, lui, de toute façon, dans cette discipline qu'est l'Alpine Elf Europa Cup, alors qu'il me semble entendre déjà craquer les voitures du championnat de France F4 qui vont s'élancer tout de suite après. J'espère qu'on aura le temps de diffuser ce podium. Les pilotes doivent être maintenant en train de rejoindre justement cet espace.
Et ouais, je crois que malheureusement, on n'aura pas le loisir de regarder ce podium. La réalisation vient de nous le faire savoir. Peut-être aura-t-on dans les 3 minutes restantes l'occasion d'apercevoir au moins le trio vainqueur, mais priorité au direct naturellement, la course à venir et full intérêt également puisqu'il s'agira de retrouver le championnat de France F4 dans quelques instants. Allez, peut-être avec un peu de chance aura-t-on les 3 premiers qui vont monter sur le podium. Voilà, pour Matteo Herrero. Le voilà, le jeune Matteo, masqué naturellement. Et à suivre hein, sur la course 2 tout à l'heure. On rappelle ce rendez-vous à 17h35. La deuxième place pour Laurent Urgon. Cheveux blancs et talent intact pour ce garçon qui est vraiment exceptionnellement rapide. Et puis voilà, le furieux du jour, c'est le blond, c'est Jean-Baptiste Mella qui va pouvoir savourer l'hymne national. Alors que les voitures sont en train de se préparer à rejoindre la grille de départ avec l'attitude décontracte là, de Matteo Herrero Cardillon sur cette ambiance qui règne au sein du groupe. Bah, certes, pendant la course, on s'explique et après, voilà, on débriefe, on s'amuse ensemble. C'est chouette quand ça se passe comme ça. Alors, on va brandir comme d'habitude pour les photographes le trophée de la marque, le trophée de la position. Et bien sûr le trophée Baco qui va pouvoir récompenser Autosport GP qui a mandaté un de ses ingénieurs, je pense, sur la première marche du podium. Et dans quelques instants, nous allons devoir rendre l'antenne pour ce qui est de cette course 1. Mais on se donne rendez-vous à 17h35 tout à l'heure pour la course numéro 2, même un petit peu avant pour la prise d'antenne. Ça devrait être aux alentours de 17h30. Donc on vous invite, chers amis, à ne pas hésiter un seul instant à être bien sur cette position. Si vous êtes devant vos écrans, eh bien, prenez rendez-vous à 17h30 pour que l'on puisse se retrouver. Ce sera un plaisir pour nous. Mesdames et messieurs, un joli survol du circuit Paul Ricard. Nous y sommes en effet pour ce championnat de France des circuits, épreuve troisième de la saison. Meeting qui est passionnant depuis son début, même si les conditions météo ont été particulièrement délicates hier. Aujourd'hui, tout va bien. Et on va dans quelques instants assister à ce qui est tout simplement la course numéro 2 sur 3 de l'Alpine Elf Euro Pack-Up. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un spécialiste de la marque, un spécialiste de plein de marques d'ailleurs, mais de celle-là en particulier. Bonjour Vincent Beltoise. Salut, bonjour à tous. Vincent qui a eu de gentillesse de venir nous rejoindre et nous éclairer de son savoir, de son expertise, bien qu'il parte tout à l'heure en GT. Vite fait, ça s'est passé comment pour toi ce week-end? Pour l'instant, ça se passe très bien. On a eu, comme tout le monde, des essais libres délicats avec la météo, des essais annulés hier soir. Et ce matin, pour la qualification, j'ai réalisé le meilleur temps, la pole position. Donc très très content avec mon Alpine GT4, dont je partirai en pole demain pour la course 2. Et voilà, et on se prépare pour la course de ce soir qui a lieu juste après l'Alpine Cup. Il y a une grande différence entre une Alpine GT4 et une Alpine Cup? Non, c'est quand même des voitures qui se ressemblent beaucoup. Alors les différences, ce qui est bien, c'est qu'on a le même habitacle. Donc l'an dernier, je partageais le volant dans les deux programmes, donc c'était assez facile de switcher. Le moteur est un petit peu moins puissant sur l'Alpine Cup, le turbo est un peu plus petit, donc un petit peu moins de chevaux, mais la voiture est aussi plus légère et n'a pas d'aileron, donc pas d'effet aéro. Et après, on n'a pas les mêmes pneumatiques, c'est Michelin qui équipe tout le plateau de l'Alpine Elf Europa Cup, alors qu'en GT4, on est sur du Pirelli. Voilà, cette grille de départ, on la voit se mettre en place. On a vu des qualifications extrêmement intéressantes et un Laurent Urgon qui a arraché la pole au tout dernier tour. C'est beau ça. Ouais, Laurent qui a fait un super boulot et effectivement ils ont fait les qualifs ce matin là, quand la piste était encore très très grasse de l'humidité de la nuit, et il s'en est très très bien sorti dans ces conditions. Bon, il a de l'expérience, hein, Laurent, et c'est assez sympa de retrouver un Pierre Sancinena enfin sur la
la première ligne de la grille de départ. Pierre qui a remporté la saison 1, saison 2018, donc qui était la première du retour de cette voiture en course. Une voiture évidemment formidable, hein. Je crois que les ingénieurs ont beaucoup travaillé. Il en est d'ailleurs, Pierre, de ces ingénieurs qui ont bossé dessus, sur l'aéro, je crois. Il est aussi un pilote GT, il est aussi un coach aux côtés d'Isaac Adjar, hein. Tout à l'heure, on a vu la joie de ces pilotes à l'arrivée, de ce coach qui est aussi sur la première ligne de la grille de départ. On l'a dit, Pierre Sancinena, c'est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel, Vincent. Ouais, bah moi c'est un très bon pote. On a un petit peu le même profil de pilote, on va dire. On a fait tous les deux nos gammes en F4. On a fait du GT. On a participé ensemble à l'Alpine Alfa Europa Cup pour la première saison qu'il a remportée. On est aussi ingénieurs INSA tous les deux. On travaille ensemble sur l'école de pilotage, la Classic Racing School. Donc voilà, on se côtoie, on s'entend très bien. Et puis bon, une année de césure où il n'a pas roulé en Alpine. Et je pense il a vu que le niveau avait monté d'un cran, mais il répond toujours présent. Ce matin, il a failli arracher aussi le podium. Donc voilà, Pierre qui est toujours là dans le coup. Alors derrière, bien entendu, ça ne va pas muser le terrain non plus. Attention au jeune Matteo Herrero avec une nouvelle structure, une structure propre à la famille Herrero. On peut imaginer également qu'il va falloir rester très équilibré pendant cette course. On est au cap, on a dépassé, au-delà de cette course, on va passer le cap de la mi-saison. Donc c'est pas le moment d'aller tomber, hein, naturellement. Jean-Baptiste qui est en tête du championnat. Vincent, comment on est dans quel état d'esprit à ce moment-là? Je pense pas que Matteo pense trop au championnat. Je pense qu'il va faire ça. Jean-Baptiste. Je pense pas qu'il va trop y penser. Hein. C'est important d'être 100% concentré sur quoi faire derrière le volant, gérer le peloton. C'est quand même des courses qu'on sait monotypes. Donc, comme tout le monde a la même voiture, c'est les petites différences qui vont dessiner le podium. Et donc, il ne faut pas trop compter les points, il faut vraiment conduire libéré. Voilà, et nous, on aime quand c'est comme ça, hein, parce qu'il n'est pas question de jouer à l'épicerie. On va voir des courses de voitures. On a été servi avec l'Alpine Alfa Europa Cup, la course 1 qui a été magistrale et amenée par un Mela qui avait pris une distance absolument énorme. Alors là, la physionomie est tout à fait différente. Bien sûr qu'on va compter également avec la présence d'une jeune femme qui est très rapide. Elle est 3e du classement junior, c'est Lilou Wadou. Elle a devancé, et c'est bien cette image-là, un Stéphane Auriacombe qui est engagé en gentleman. On avait en début de saison une domination impressionnante des juniors, Vincent, et là cette fois c'est en train de non pas se modifier, mais enfin de permettre à Urgon, à Sancinena, à Auriacombe de s'exprimer. Ouais, après je pense que chaque pilote a des circuits qu'il préfère. Les équipes ont aussi peu de temps pour travailler pendant les week-ends, donc avec la saison un petit peu particulière qu'on vit, peut-être que toutes les équipes n'ont pas eu le temps d'aller tester sur tous les circuits du championnat. Et donc voilà, et puis là ça fait la part belle aux pilotes qui sont capables de s'adapter. On a quand même ce matin on avait 5 pilotes en tête qui nous ont fait un beau spectacle et voilà, ils répondent présents depuis le début de la saison, donc ça fait des courses vraiment magnifiques. Et on voit, bien entendu, lorsqu'on examine la totalité de cette grille, il y a quelqu'un qui est passé, ou quelqu'une qui est passé assez loin du résultat attendu. C'est Grosia Herdès. Alors c'est pareil, hein, Grosia, on l'a vu faire un très beau retour en course 1 tout à l'heure. Elle est 15e sur la grille de départ, ça va être très difficile. Et le tour de chauffe qui vient d'être lancé maintenant, avec là aussi l'importance de pouvoir amener ces pneumatiques en température, des pneumatiques Michelin qui sont d'usage sur ces voitures. La meilleure façon de chauffer les pneus, c'est quoi, Vincent? Il faut leur mettre de la température sans trop les faire glisser, en fait, sans trop les user. Là, comme ils ont réalisé la qualification sous la pluie, je pense que l'ensemble du peloton va s'élancer en pneumatique neuf, donc ce qui va leur apporter un petit gain de performance. Mais du coup, vu que tout le monde a le pneu neuf à ce moment-là, on ne devrait pas voir de pic de performance plus accentué chez les uns que chez les autres. On va quand même noter qu'ils ont fait peu de tours sur le sec, pour dire peut-être pas beaucoup. Et je pense notamment à l'invité du week-end en la personne de Philippe Quieto, qui a réalisé un super chrono en se hissant dans le top 10 et qui pour le coup n'a jamais roulé la voiture sur le sec, donc il va faire ses premiers tours de roue lors de cette course. Et vous le connaissez bien, Philippe, je le sais, puisqu'on a eu l'occasion de se croiser en Caterham. C'est un homme exceptionnel, hein, des qualités multiples, évidemment un patron, un boss, mais également un passionné de sport auto. On revient très vite sur la grille qu'on a vu s'afficher sur nos écrans avec Urgon Sancinena, ligne 1, ligne 2, Herrero, Mela, ligne 3, Wadou, la jeune Lilou, aux côtés d'Auriacombe, l'expérimenté pilote de la voiture engagé en gentleman numéro 6. La ligne suivante, et là
c'est un petit peu loin pour notre marque nationale. 3 fois titré en Clio Cup, crédité seulement du 7e temps. Il a devancé Stéphane Proux, elle partira à ses côtés. Philippe Queteau, incroyable 9e, effectivement, avec la 110, la voiture des invités. À ses côtés, Edwin Trainard, pareil, hein, c'était assez difficile pour lui à l'occasion de cette qualification. Il a le potentiel d'aller jouer avec les tout meilleurs. On va bien regarder le retour de cette voiture. Yves Lemaître sera sur la ligne 6 pour évoquer son voisin. Eh bien, ce sera Anthony Fournier, le 41. Pierre Macchi s'élancera depuis le 13e rang, c'est-à-dire à la ligne 7 aux côtés de Frédéric Croulet, qu'on découvre cette saison, en tout cas à cette course. Pour la place suivante, c'est Gozia RDS, on l'a dit, hein, la polonaise qui n'est pas tout à fait à la place attendue. Philippe Bourgois sera 16e et 17e. Là, c'est pareil. Que s'est-il passé pour notre jeune Léo Boulet, fils d'Antoine? Je ne sais pas. En tout cas, c'était effectivement la difficulté qui était de mise, voire même des chronos auxquels il n'a pas pu participer de mémoire ou en tout cas très peu de temps. Donc attention au retour également du jeune Léo Boulet. Et l'équilibre devant sera-t-il respecté pour les expérimentés Urgon, Sancinena, sous la menace des furieux derrière, avec des pilotes issus du championnat de France F4? Alors Vincent, tu le connais, ce championnat de France F4, puisque tu y as participé. C'est assez intéressant de voir qu'il y a des pilotes maintenant qui se retrouvent dans des berlines. Ouais, de plus en plus, la filière GT, et puis maintenant l'arrivée de l'Alpine Europa Cup, hein, ça donne des idées, des envies aux pilotes. Je pense que la voiture plaît, elle est très sympa à piloter, donc c'est pas étonnant de voir des jeunes pilotes venir intégrer la série le plus tôt possible après leur première saison en monoplace. Alors, tendance à imaginer que la jeunesse et le talent font bon ménage, mais la jeunesse et la hardiesse font aussi, on le sait, un couple tout à fait redoutable. Alors, on verra si au moment de ce départ qui va être donné lancé, ça c'est une des particularités de cette discipline, de cette catégorie, va permettre à Urgon d'aller chercher le wall shot, le meilleur départ, viré à la verrerie en tête. On a vu qu'en Clio tout à l'heure, à cet endroit, ça a été quand même assez compliqué, sous l'œil vigilant évidemment de nos juges arbitres qui veulent que ça se passe dans des bonnes conditions. Regardez la position agressive de JB Mella, là, Jean-Baptiste Mella, qui essaye justement d'entrée de jeu de se placer comme étant candidat pour aller chercher le wall shot. Attention au départ et c'est parti. Allez, bon départ depuis la corde de Laurent Urgon. Laurent qui va pouvoir, je pense, se virer en tête. Voilà, c'est fait pour Laurent Urgon qui va passer le premier dans les S de la verrerie. Derrière, on essaie de prendre la bonne aspiration. Et c'est Matteo Herrero qui essaie de prendre cette bonne aspiration. Mais bon départ également de Pierre. Hein. Pierre Sancinena qui a bien failli virer en tête. Ouais, il a insisté, il s'est mis à hauteur. Et je pense que les voitures sont un petit peu touchées. Du coup, Pierre a perdu un peu sur la relance. Donc là, il est 4e maintenant. Et c'est Guillaume qui a fait vraiment un super départ, qui se retrouve en seconde position. Oh, le Marc, notre marque nationale, le départ de Marc qui partait 7e. On était étonné de voir cette qualification assez lointaine. Et là, cette fois, ça va fort, d'autant que derrière lui, il a un de ses coéquipiers. Bien sûr qu'on ne parle jamais, Vincent, de course d'équipe. On est adversaire avant tout, mais il y a quand même, je pense, quelques égards auprès des gens avec qui on partage le réceptif. Oui, entre autres, et puis même entre les pilotes, hein, c'est quand même des catégories où le but c'est quand même de prendre du plaisir et de ne pas faire de la mécanique, donc il y a vraiment un respect mutuel, et d'autant plus avec ses équipiers. Allez, attention à une préparation. Je me demande si c'est pas Edwin Trainard. Et oui, c'est lui. Le départ d'Edwin aussi impressionnant. Autosport GP qui a engagé 6 autos et pas des moindres. Il amène avec lui JB Mella. Jean-Baptiste pour l'instant sous la houlette de celui qui a remporté la course 3. C'était à Nogaro, à la surprise générale. Mais je crois que ça a déclenché chez lui un espèce de dynamisme, non pas inattendu, mais en tout cas très éloquent. Et magnifique performance d'Edwin. Hein, lui qui s'est lancé depuis une position relativement lointaine de 10e. Il me semble avoir apparu au 4e rang. On va très vite savoir si c'était bien lui, si on ne s'est pas fourvoyé. Et attention, il est attaqué par JB Mella. Jean-Baptiste l'appareil qui va reprendre sagement sa position. Et c'est bien Edwin Trainard qui est au milieu de ce groupe-là de chasse, alors que devant, Laurent Urgon a pris des longueurs d'avance. Cela suffira-t-il, Vincent? Est-ce qu'on peut avoir choisi des réglages qui permettent d'être vite au début? Oui, là je pense qu'on est plutôt sur un peu d'effet de course. On voit que Marc Guillot qui partait un petit peu loin, 7e et en seconde position, donc il y a eu un peu du grabuge à l'image de Pierre Sancinena qui a perdu des positions, et ça a profité à Laurent Urgon qui a pris quelques longueurs d'avance. On revoit le départ, hein. C'était un petit peu la cohue à la sortie du dernier virage. Je pense que le rythme était un peu faible et ça a donné l'opportunité à certains pilotes de gagner des places.
Ouais, il y avait des menaces qui venaient de partout. Puis on a bien cru là que Pierre allait prendre l'initiative. Et puis finalement, il s'est sagement remis en trajectoire. Derrière, par contre, on est allé très très large. On voit une voiture qui est allée virer très loin sur le vibreur et même au-delà des limites de la route de course. Mais évidemment qu'il n'y aura pas de sanction puisqu'il s'agit d'éviter avant tout les accrochages. Et on revient sur la tête de course. Marc Guillot démonté. Deuxième rang pour Marc. L'excellent départ réalisé par Marc Guillot. Et pour l'instant, les pilotes expérimentés sont en train de mener la meute. Est-ce qu'on va avoir du retour de Jean-Baptiste Mella? Je pense que cela pourrait être possible. Il vient de se défaire du pilote Edwin Traynard qu'on aperçoit à l'écran avec les couleurs du chocolatier champion du monde Patrick Roger. Et derrière la 76 de Pierre Sansilena qui souffre encore un petit peu. Vincent. Ouais, ce début de course, il a pas pris le bon rythme. Et malheureusement, tu parlais des réglages qu'on peut mettre dans les voitures. On est quand même sur un format sprint, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt d'avoir un setup pour les longues durées, mais néanmoins quand on est capable de poser son pilotage en tête comme le fait Laurent, on prend ses aises et on arrive à manager son pneu. Et à l'inverse, quand on est un petit peu malmené comme Pierre qui a viré un petit peu large, qui a peut-être récupéré des saletés, et ben après on a du mal à récupérer le rythme et on est sans cesse attaqué par d'autres pilotes et c'est pas évident. Allez, les attaques en voilà, il y en aura à tous les niveaux, y compris pour les batailles au sein du peloton des gentlemen. On l'a vu avec Brooks Fournier, le maître, qui se livre à une belle explication. Et ça attaque pour Mella qui vient de trouver son rythme. Ah ouais, Mella qui allume tous les secteurs en violet, donc c'est vraiment pour l'instant l'homme le plus vite en piste. Il va pouvoir rapidement, à mon avis, porter une attaque sur Herrero. Et c'est intéressant parce que ça va être la bagarre à la fois pour le podium et puis pour les hommes en tête du championnat, donc très très intéressant. Ah, il y a une course qui pourrait relancer complètement ce championnat. L'équilibre est trouvé maintenant dans le peloton de l'Alpine L4 Europa Cup. On est vraiment ravis de retrouver cette voiture exceptionnelle, une voiture qui est déjà dans l'histoire. Rendez-vous compte, elle a été réalisée il y a 2 ans seulement, 3 ans presque maintenant, et elle est déjà une voiture qui prend de la valeur. Avoir une Alpine dans le garage, c'est une bonne chose. Et on voit à l'image cette auto justement amenée par Auriacombe, qui est aussi le leader de la catégorie gentleman. Stéphane Auriacombe et les couleurs de sa société qui soutiennent également d'autres pilotes dans la Clio par exemple. On pense à Corentin Thiers qu'on a vu rouler tout à l'heure et obtenir la 3e position de la Cup. Et retour sur la tête de course. Et pour l'instant, ça s'éclaire encore en violet et c'est même le meilleur tour pour Jean-Baptiste. Ah ouais, qui est maintenant à 2 dixièmes derrière Matteo Herrero. Le piège à ce stade de la course, ça serait que les pilotes commencent un petit peu à se freiner et se bouchonner alors qu'il y a vraiment une opportunité d'aller jouer pour la gagne. Et il ne faudrait pas que Matteo et Jean-Baptiste se freinent trop sur ce début de course. Ah oui, puis si jamais ils se livrent une explication, c'est pareil. On sait que pendant quelques virages, ils vont perdre un petit peu de temps, à moins évidemment qu'ils le collaborent pour essayer de revenir, qu'on le voit souvent dans les courses de moto, où on essaie de ne pas se gêner justement pour essayer de recoller un drive-through pour la voiture numéro 21. Aïe, aïe, aïe. Il a doublé hors des limites de la route de course. On l'a pas vu, c'est peut-être sur le départ, du coup je sais pas. Ah, je pense. Je pense qu'il a dû aller chercher du bleu, voire même un petit peu plus que du bleu. Ah, c'est dommage là, ouais. Ouais, là ça va être dur à vivre pour Super Marc. On est dommage, on est déçu pour lui. L'attaque d'Herrero qui plonge à la corde et qui passe. Oh! Et là que la touchette avec Jean-Baptiste Mella. Aïe, aïe, aïe. Alors comme il est sous sanction, évidemment ça serait triplement dommage qu'il perturbe cette course maintenant. Alors je suis pas sûr que Marc soit encore averti de sa pénalité. Et là, je pense qu'il a laissé la porte ouverte à Matteo. Il a voulu élargir pour recroiser, mais il n'avait pas vu que Jean-Baptiste s'était glissé. Donc bon, c'est à moindre mal, mais en espérant que ce n'est pas causé de dommages supplémentaires sur la voiture de Mella. Ouais, et c'était pas du tout un geste volontaire, Vincent nous l'a très bien expliqué. Il reprenait une trajectoire un petit peu plus normale, disons, pour réaccélérer plus fort à la sortie de la 2e partie de la chicane nord, en espérant aussi décroiser le pilote Herrero, mais malheureusement, effectivement, il y avait quelqu'un qui avait saisi sa chance, l'opportunité. Il semble que les autos n'aient pas souffert. On voit que Jean-Baptiste Mella a tout de suite retrouvé son rythme. C'est la voiture orange qu'on aperçoit derrière Marc Guillot qui doit devoir malheureusement passer par les stands et donc perdre toute chance évidemment de performer ensuite. Ah, ça va être difficile. Là, il va passer pour la première fois sous la passerelle et sûrement se rendre compte. Et donc il a 3 tours pour effectuer le drive-through. Donc là c'est aussi un peu important parce que comme il est vraiment aux avant-postes, s'il tarde trop à faire son drive-through, il peut avoir un impact sur là justement sur le peloton qu'on est en train de voir, vu qu'il est entre Matteo et Jean-Baptiste.
Vous n'avez pas d'informations sur les dashboards à ce moment-là? Non, au mieux, vous avez l'équipe qui vous en informe. Mais bon, c'est pas forcément des courses où la liaison radio est permanente avec l'équipe. Donc non, vous l'avez pas sur le dashboard. Vous l'avez simplement quand vous passez sous la passerelle. Ouais, alors il faut évidemment considérer que quelques passages sont nécessaires. Pas trop tout de même, hein, sinon les sanctions deviennent plus lourdes. Ensuite, c'est au-delà du drive-thru, c'est un drapeau noir qui serait éventuellement présenté. Ça ne sera pas le cas. Et on aperçoit très bien le visage de Stéphane Auriacombe. Une belle image, là, tiens, avec le soleil qui n'est pas encore couchant, mais qui est en train de descendre dans le ciel. Il est bienvenu, hein, parce que je sais pas, demain les prévisions météo sont un petit peu moins optimistes, Vincent. Ouais, alors bon, dans mon cas, moi j'adore la pluie, donc ça me dérange pas, mais c'est vrai que pour les équipes, c'est quand même un peu compliqué là on roule en pneus slick, en pneus pluie, il faut avoir toute la logistique derrière, et quand on a des météos qui changent, c'est pas évident de toujours s'adapter et de faire le bon choix. Allez, mais là, derrière Guillot, ça va passer cette fois. Ouais, le freinage très très tardif de Marc. Ah, il est redoutable, Marc, hein, sur l'exercice du pilotage. Il est très rapide. On l'a vu 3 fois remporter la Clio Cup, ça n'est pas pour rien. Et pour l'instant, il résiste à Jean-Baptiste Mella. Ça veut dire, à mon avis, qu'il n'a pas vu le panneau qui lui était présenté. Sans doute n'a-t-il même pas imaginé qu'il le soit. Donc, on peut comprendre très très bien la situation. On connaît très bien Marc, hein. S'il ne s'arrête pas, c'est vraiment qu'il n'a pas vu. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un sportif de premier ordre qu'on a vu débuter il y a déjà fort longtemps en Clio Cup. Il n'avait pas de passé sportif en kart par exemple, ou non plus d'ailleurs, autant que je me rappelle. Non, effectivement, moi dans mon cas j'ai commencé un peu plus tard par la Caterham. Voilà, et on en connaît les raisons. On salue Christian Bonal. Il est là, Christian? Non, il n'est pas vu. Allez, et attention à l'attaque de Jean-Baptiste Mella. Jean-Baptiste Mella qui a essayé une première fois sur Marc Guillot. Alors Marc va-t-il apercevoir ce qu'il lui est demandé, c'est-à-dire un passage par les stands, et ça serait pas mal. Oh, quel dommage, un arrêt pour Stéphane Auriacombe. Décidément, il est un petit peu guigneux là depuis quelques temps, Stéphane. Ce qui va donner la tête à Stéphane Proux. Alors Stéphane, on peut en parler parce que j'ai partagé ma saison dernière dans la même équipe que lui, et je suis très content de voir qu'il joue le podium cette saison. Pareil, c'était un grand novice, donc il a choisi l'Alpine Elf Europa Cup pour faire ses grands débuts. Et au tout début, c'était pas facile, hein. Il me faisait assez rire d'ailleurs quand il descendait de la voiture, il comprenait pas. Il me disait mais Vincent, comment vous faites? Et on voit qu'il est dans le rythme, et on voit qu'il prend la tête du gentleman pour cette course, donc super, en espérant que ça aille jusqu'au bout. Ouais, génial cette analyse avec un trio formé maintenant entre Proux, Fournier, Lemaître, habitué aux belles positions, et ça devient de plus en plus menaçant derrière, hein. On est en train de klaxonner avec Edwin Trainard qui a porté une première attaque sur la voiture jaune de Marc Guillot. Ça n'est pas passé, mais attention à Pierre Santinena qui est là en train d'attendre, et puis on se dit que ça n'est pas la 6e place mais virtuellement la 5e qui lui est dévolue compte tenu de la sanction qui va immanquablement être appliquée à Marc Guillot, qu'il le voit ou non, cette présentation qui lui demande de faire un drive-thru. Pour l'instant, il ne l'a pas vu, semble-t-il. Et pour évoquer le retour de Gauza Erdest, elle doit regretter encore une fois d'avoir réussi sa qualif, puisqu'elle est revenue au 8e rang. Elle partait super loin, Gauza la polonaise, pour évoquer la place de 8e de la voiture numéro 3. Et elle est en train de revenir comme tout à l'heure sur Lilou Wadou, et l'explication a été livrée entre les deux femmes. Alors la mixité, c'est bien, on n'est pas encore à la parité, c'est bien dommage, mais toutes les femmes qui sont là fonctionnent en principe, hein, ce sont des femmes très rapides. 19 ans seulement pour Lilou Wadou, on le redit. 16 ans, c'était encore plus jeune pour Dorian Pain tout à l'heure, qui a fait réalisé la victoire en junior, et Matteo Herrero qui est en train peut-être d'imprimer un rythme équivalent, on va dire, à Laurent Urgon, hein. Laurent qui s'achemine, j'allais dire tranquillement, c'est pas vraiment le mot qui convient, mais qui est en train de maîtriser sa course. Ouais, complètement, mais c'est un peu ce que je disais, il n'est pas le plus rapide en piste, mais il construit sa course, il améliore encore ses chronos, il brutalise pas ses pneus, et puis il s'est quand même construit une avance de près de 3 secondes, donc il n'est pas vraiment inquiété pour le moment. Et je pense qu'il serait très heureux évidemment d'une victoire en Alpine. Et on a du coup à l'écran la bataille pour le gentleman. On a Stéphane Proux, Anthony Fournier et Yves Lemaître là, qui sont dans un mouchoir de poche, et même Philippe Bourgois. Donc là, tous ces hommes-là, c'est à coup de 3-4 dixièmes. Et donc là, c'est la bagarre pour la victoire dans le gentleman. Ouais, on a vu une course très intéressante à suivre. D'ailleurs, la réalisation ne s'y est pas trompée. À chaque fois, on a fait des alternances entre les premiers niveaux. Et puis, ces seconds couteaux qui n'en sont pas, en fait, puisqu'on rappelle qu'ils évoluent dans la catégorie gentleman et qu'ils ont une attaque au moins équivalente à celle des jeunes. Pour preuve, cette domination pour l'instant fragilisée de Stéphane Proux par Anthony Fournier et Léo Boulet qui revient. Allez, Léo Boulet qui partait bon dernier.
mais à mon avis pas de temps pour les qualifications. Et là il est revenu jusqu'à la 11e position. Ça peut aller encore plus haut parce que les temps autour du jeune La Boulet grosse bagarre. sont bien. Ah ouais, c'est chaud Et devant. du coup Léo Boulet qui remonte sur ce peloton, donc là ça va pas être simple pour lui de se frayer un chemin parce que voilà, on voit que Stéphane est en train de fermer un petit peu les portes. Il y a Yves Lemaitre à l'intérieur. Ouh là là, et du coup c'est Anthony Fournier du coup, qui a perdu une position au profil de Yves Lemaitre, qui est très très en forme sur cette course parce que regardez, on sent qu'il est vraiment à l'aise là. Ouais, la voiture tourne, pivote littéralement et il va plus vite que tout le monde. Et est-ce qu'il va réussir à prendre le leadership? Ça me paraît en tout cas tout à fait bien. Et puis alors, que de changements dans ce passage-là, que de changements dans ce tour-là. Et on voit ce groupe de 5 pilotes amenés par Stéphane Proux, Anthony Fournier, Léo Boulet, Philippe Bourgois et Yves Lemaitre qui se livrent à une bataille somptueuse. Il y aura du débrief tout à l'heure. Et là on peut voir les effets d'aspiration, hein. Voilà, Yves Lemaitre qui a vraiment pu se porter à hauteur de Stéphane Proux pour lui faire le freinage. Et effectivement il est au boulet qui est derrière maintenant. Je pense que c'est lui qui est passé, Vincent. Je me demande, on va vérifier ça tout de suite, mais je pense que la voiture blanche en fait c'est celle de Léo. Attendons évidemment d'apercevoir. Ah oui, exact, bien vu. Je crois. Hein. C'est vrai qu'il y a une ressemblance avec la dernière du groupe là. Oh, Edwin Trainard. Edwin Trainard qui va aller, alors ici on ne peut pas dire jardiner parce qu'on ne jardine pas le bitume, mais un grand dégagement. Est-ce qu'il est parti tout seul? Ouais, tout seul comme un grand. Il a perdu l'arrière. Ouais. Ah, c'est un virage difficile, hein, le double droit du Bossé. On met vraiment à dur le pneu arrière gauche qui sature et des fois on a du mal à calmer la dérive. Qui sature, c'est-à-dire? Qui sature, c'est qu'on lui demande un petit peu trop de charge en fait. Le fait que le virage soit un petit peu relevé, le fait qu'on ait mis du carrossage, le pneu et que le virage soit très long. En fait, c'est toutes ces caractéristiques. Un virage long à haute vitesse avec du banking, voilà, en entrée de virage il tient et puis en fin de virage en fait la température fait que on commence à glisser et on doit corriger avec le volant pour être au plus proche de la limite sans la dépasser si possible. Bon, ben voilà une expertise qui fait de vous un excellent consultant. Mais ça n'est pas une surprise pour parler de cette rétrogradation d'Edwin Trainard qui va maintenant descendre dans les positions. Peut-être se verra-t-il dépassé d'ailleurs par Gausia Erdest. Pas certain. Hein. Finalement, il était très bien dans ce groupe de tête, capable de rivaliser avec les meilleurs. Le meilleur, ça reste Laurent Hurgon, même si les jeunes sont revenus. Pour l'instant, on imagine assez mal effectivement que la soudure puisse se produire. Il reste encore 10 minutes. Les rythmes imprimés sont assez équivalents, 2 minutes 16 secondes, point 9 pour le pilote Hurgon. Par contre, regardez bien Mella qui est en train de faire du 2.16.2, c'est-à-dire qu'il reprend 5 dixièmes par tour et il va attaquer Jamba. Je pense qu'il va essayer d'aller chercher Matteo Herrero. On sait qu'il est très clean, donc il va le faire lorsqu'il, d'une part, l'aura décidé, d'autre part, trouvera l'opportunité. Pour l'instant, ça tient pour Matteo. Elle est des hommes qui remontent légèrement sur Laurent Hurgon, mais pas suffisamment. Hein. Ils ont encore 2 secondes 6 de retard. Voilà, simplement en se rapprochant à 1 seconde et demie, ils commenceraient, je pense, à avoir l'aspiration qui pourrait leur faire gagner un petit peu plus. Mais là, pour le moment, ils sont trop loin. Ouf! Et nos anciens qui sont en train de s'expliquer toujours avec beaucoup de vivacité. Est-ce qu'on est resté pour Stéphane Proux en tête? Je pense. Même peut-être a-t-il pris un petit peu d'avance sur ce groupe de chasse derrière Anthony Fournier qui avait été attaqué par Philippe Bourgois. On rappelle que Philippe est belge, si je ne m'abuse, pour parler de cette bataille au sein du groupe des plus anciens. Ça n'est pas leur faire offense tellement leur niveau est relevé en Alpine Elf Europa Cup, bien que la logique soit respectée tout de même puisqu'ils évoluent dans la deuxième partie du classement. Mais ils le font, je suis sûr qu'ils prennent un pied absolument monumental. J'espère qu'on pourra débriefer de tout cela avec eux tout à l'heure. Et on voit qu'on est en train de rejoindre justement un groupe de rapides avec Edwin Trainard qui amène Gausia Erdest pour la position qui est la sienne désormais, celle de 6e et celle de 7e pour Gausia. Quel dommage qu'elle soit passée à côté des chronos. Pareil pour Léo Boulet, revenu au 8e rang, parti bon dernier. J'imagine qu'on va être très heureux évidemment dans l'équipe. Allez, pas de solution, toujours pas pour Jean-Baptiste Mella. J'imagine que dans sa tête, il se dit, bon, c'est la course 2, il y aura une course 3 demain. Lui, il commence à ménager quelques gros points. On rappelle qu'on a passé le cap de la mi-saison du coup maintenant. Il va rester l'épreuve de demain et celle de Portimao, puisqu'on ira s'expatrier en terre portugaise pour ce très beau circuit. Vous connaissez Portimao, Vincent? Oui, je connais, j'ai eu la chance d'y rouler à plusieurs reprises. C'est un magnifique circuit où les pilotes vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Ouh là, ça attaque. Donc Stéphane Proux qui vient de perdre la tête. Faut qu'il arrive à se tenir encore à hauteur. Il sera peut-être mieux placé au virage suivant. C'est Anthony Fournier qui a réussi à vraiment bien se positionner, avoir une meilleure relance.
Ouais. Ah, il perd 2 positions du coup. Bon, Stéphane, il est très prudent. Il n'a pas envie d'abîmer la belle. Et je pense qu'il a bien raison, d'autant que maintenant il va jouer un rôle peut-être plus confortable, hein, celui de chasseur. Devant il y a 2 lièvres à aller chercher. Bien entendu, cela reste possible, même si Anthony Fournier va profiter de l'occasion pour essayer d'amener avec lui Philippe Bourgois et du même coup pouvoir tout simplement préserver ses possibilités d'aller chercher la victoire en gentleman. Ça chauffe, elle est obligée de déjouer le phénomène d'Aspi justement. Ah oui, il défend sa position, c'est de bonne guerre, hein. La règle en fait c'est de ne pas zigzaguer. On a le droit de changer une fois de ligne, donc là il s'est mis au milieu. Voilà, donc il tient la position. Et dans ce cas-là, on voit que très intelligemment, Philippe Bourgois s'est décalé pour essayer d'avoir une meilleure relance, mais bien vu quand même, hein, pour le pilote de tête de cette tête de groupe. L'attaque de Bella, c'est passé pour Jean-Baptiste. Jolie manœuvre, il a dû bien sortir du double droit du Bossé pour poser un frein dans le double gauche de Bandor. Ici, il a même doublé dans le virage, c'est une très très belle manœuvre. On disait la difficulté de tenir la voiture sur ce genre de virage, et donc réussir à se mettre à côté de la voiture de l'adversaire, c'est bien joué. Et j'ai écouté des pilotes dire c'est peut-être l'un des virages les plus intéressants de tous les circuits qui existent. C'est vrai, Vincent? Ouais, c'est vrai, ça c'est indescriptible, hein, comme virage et comme sensation, parce que ça monte de la haute vitesse et effectivement on retrouve ça à peu près nulle part ailleurs. Ouais, ce virage du Bossé qui suit en plus la courbe de Signe, une courbe légendaire que cette courbe de Signe. Et c'est parti, hein. C'est parti pour Jean-Baptiste Mella. On voit que Matteo aura bien du mal à rester dans ce rythme de la voiture orange et de cette ambition de Jean-Baptiste de marquer les points de la 2e position et d'inscrire bien entendu là aussi un score supplémentaire à son classement provisoire qui va être pour l'instant désigné comme étant le favori de cette saison. Mais encore une fois, il peut se passer tellement de choses lorsque les écarts sont aussi faibles. Et Philippe Bourgois qui a fait le frein sur Anthony Fournier. Ils se sont pas vus, ils sont percutés. C'est dommage. Ouais, alors ils ont l'air de repartir tous les deux. Le frein était pas si mal, hein. Il était à côté, peut-être un petit peu en survitesse, mais on voit que ça ça arrivait un peu vite, et Anthony n'avait pas regardé dans le rétro. Difficile là vraiment de juger. Ouais, là c'est compliqué. Ouais, c'est un fait de course. C'est vrai, quand on est en bagarre, faut toujours un petit peu surveiller maintenant. Vu qu'il a braqué carrément sur lui, il l'a pas vu. Ouais, mais peut-être qu'il arrivait aussi un petit peu de loin, Philippe, dans l'ABS, voiture qui... Et la voiture a peut-être souffert un petit peu parce qu'on vient de voir... Ouais. Donc ça doit redonner la tête à Stéphane Proulx, qui était juste derrière. Et du coup, Marc Guillot, qui après son drive-through est en train de remonter. Donc il marquera pas de gros points, mais il est là. Ouais, Marc, c'est pas le pilote qui va baisser les bras le premier. C'est ça le sport automobile. Voilà, aussi, donc là, avec le numéro 38, c'est Yves Lemaître. Et juste devant, c'est Stéphane Proulx. Donc là, on a maintenant les 2 premiers du classement gentleman qui ont hérité de ces positions suite à l'accrochage des leaders. Par contre, Yves Lemaître est revenu en quelques centaines de mètres sur l'arrière-train de la voiture de tête en gentleman. Est-ce que cela signifie que Proulx va être sous pression? En tout cas, il a bien compris la leçon, je pense. Il a été intelligent, Proulx, sur l'action. Il n'a pas cherché à se mêler à cette bataille devant. Et c'est la 41 qui va être sanctionnée. C'est Anthony Fournier à qui on va demander de passer par les stands, ayant été jugé responsable de cette collision. Ah ouais, d'accord. Vous voyez... Bon, après, les juges ont des moyens techniques qu'on n'a pas. Certes, on a les images de Stop and Go et elles sont toujours splendides, mais eux, ils ont tout un mur d'écran. C'est assez impressionnant. Une salle de direction de course. Et puis s'ils ont un doute, ils peuvent demander les caméras embarquées des voitures. En plus. Donc ça, c'est jugé après la course, mais souvent, ils arrivent quand même à faire le distinguo pendant la course, ce qui est d'autant mieux. Et donc Jean-Baptiste Mella qui a créé le trou, il a mis 1 seconde 2 d'écart avec Matteo dans le tour. Et il va remonter doucement sur Laurent Hurgon, donc il va rester 3 minutes 40, ça fait 3 plus un tour, donc à peu près 3-4 tours. Et peut-être qu'on ne joue pas pour la 2e place pour Jean-Baptiste. Et ça serait géant. Bon, est-ce que Laurent Hurgon, bien sûr, a un œil dans son rétro? On regarde beaucoup derrière, Vincent? Non, je pense qu'il a vu qu'il avait un écart. Peut-être qu'il va être averti à la radio si jamais ça remonte trop. Après, voilà, il a quand même un petit matelas. Le but, c'est surtout pas de faire d'erreur.
Oh, et ça serait un pilote de 18 ans, on se dirait est-ce qu'il va tenir, mais là on n'a aucun souci. Laurent Hurgon, vu l'expérience, vu le talent, un pilote qui est aussi un pilote de développement pour Renault, qui a permis à la Mégane Trophy d'être crédité de la performance maximale en 2 roues sur le Nordschleife, la partie la plus rapide du Nürburgring. Et bien entendu, ça fait de lui un homme particulier. De même d'ailleurs, si on évoque cette place d'Edwin Traynard, bien entendu. Alors Vincent Beltoise, immense merci pour votre collaboration. Je vous abandonne, je vais me préparer pour ma course, mais je vais regarder d'un coin de l'œil la fin de cette course passionnante. À bientôt. On va regarder des 2 yeux votre participation avec l'Alpine dans quelques instants qui s'élancera, on le répète, ayant réalisé le meilleur temps depuis la pole position. Et on revient sur cette course tout à fait magnifique. Et Laurent Hurgon, qui n'aura pas connu beaucoup de contestations depuis le début, va se voir sûrement contesté, non pas dans son leadership pour l'instant, mais dans sa tranquillité, dans son confort, le côté cosy de cette première position. Et bien sûr, sous la menace directe maintenant de Jean-Baptiste Mella. Il va rester 2 petites minutes et on rajoutera un tour à tout cela. Les niveaux de performance permettent à Mella de reprendre 5 dixièmes par passage. C'est-à-dire qu'au bout de 2 tours, il aura repris 1 seconde. Ça ne suffira pas. Arithmétiquement, il n'est pas possible que cela suffise, mais en tout cas il faut absolument qu'il préserve cette position. Matteo Herrero pourrait scorer le 3e rang. Certes, c'est pas exactement la position qu'il ambitionne, en tout cas pas au terme de cette saison, mais quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, on le voit à chaque fois parmi les tout meilleurs. Clairement, lorsqu'on l'avait découvert l'année passée, on s'est dit ouh là là, lui il va être redoutable, et il est au rendez-vous de cette saison 2020. À l'évidence, elle est en rajeunissement, puisqu'on voit Hurgon devant, certes, mais Mella Junior, 2, 3 Herrero Junior, 5 Wadou Lilou Junior également, 7 Traynard et Boulet qui sont tous 2 juniors. Et alors le retour de Léo Boulet, absolument brillantissime. Dernière minute et l'une des toutes dernières lignes droites du Mistral avant de sauter sur les freins pour aborder la chicane nord. Et pour le moment, ça tient bon, ça tient le cap pour Laurent Hurgon, qui a bien profité de sa pole, et il a su suffisamment défendre sa place au moment du départ, qui a été relativement propre tout de même si c'est vrai qu'il y avait des retours de Marc Guillot absolument énormes, alors qu'une voiture est en train de flasher, désignant qu'elle est en restart, elle est en train de repartir après cet arrêt qui n'était pas dans le plan de marche. C'est celui d'Anthony Fournier, qui est passé par les stands après cet accrochage tout à l'heure. Il est en pit out et Stéphane Proux va pouvoir, je pense, prendre la tête définitivement sans doute de cette épreuve en gentleman. Laurent Hurgon, Jean-Baptiste Mella, Matteo Herrero pour le scratch. Pour ce qui est des juniors, Jean-Baptiste Mella, Matteo Herrero et Lilou Wadou seraient pour l'instant inscrits sur les toutes premières positions, sachant qu'il y aura 3 podiums à l'image de ce qu'on a vécu en course 1 tout à l'heure, qu'on aura le plaisir d'aller rejoindre, contrairement à ce qui a été possible tout à l'heure. Merci à Thomas d'ailleurs Bastin de nous avoir aidé dans cette entreprise. Pour le moment, eh bien, on est à la fin du temps réglementaire, et donc on attend le passage de ces voitures sur la ligne pour rentrer dans le dernier tour. Dernier tour pour Laurent Hurgon, ça va être également le dernier tour pour Jean-Baptiste Mella. Attention derrière à Matteo Herrero, qui me semble-t-il comme ça est capable encore une fois d'être en résistance dans ce dernier tour. Il n'y aura pas de possibilité pour Pierre, mais ça fera des bons points pour le pilote de la voiture numéro 76, Pierre Sansinena. On rappelle, première saison en 2018 qu'il a remporté fort brillamment, et qui ensuite a été un pilote de GT émérite, sachant qu'il vient lui aussi du championnat de France F4, à l'image d'Herrero, à l'image de Mella. Et Vincent Beltoise nous le disait, c'est vraiment une super école, quelle que soit la discipline vers laquelle on choisit de s'orienter ou pas. Ensuite, il y a des carrefours de carrière qui font que ou c'est la monoplace, ou c'est la berline, ou c'est le prototype. Il y a tellement de choix qui s'offrent, mais un passage par la F4 est éminemment intéressant. On le dit souvent, hein, lorsqu'on sait piloter et régler une monoplace, eh bien, le reste, ça coule de source. Allez, la source, elle était bien inspirée pour Laurent Hurgon, qui va, après 11 tours couverts, n'avoir aperçu personne devant lui. Course exemplaire encore une fois, et qu'il va pouvoir savourer sans aucune modération. Et on peut imaginer évidemment qu'au terme de cette course 2 du week-end du Paul Ricard, il va arriver gonflé à bloc pour s'élancer dans la toute dernière course. Il s'élancera très bien d'ailleurs. On aura le plaisir de se retrouver demain matin pour ce rendez-vous
rendez-vous qui nous invite évidemment à être déjà impatients. Et ce, demain, en tout début d'après-midi plutôt, à 14h20 précise, on vous invitera à être bien présent pour voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que les jeunes vont reprendre le pouvoir? Est-ce qu'Urgon va garder sa première position? Urgon qui s'achemine vers une victoire, qui n'aura souffert encore une fois que d'un début de contestation en début de course, et qui ensuite eh bien, aura été construite avec beaucoup d'élégance, beaucoup d'expérience, beaucoup de ce qui fait qu'un pilote est capable justement de ramener une voiture en parfait état, sans la moindre rayure, avec des pneus, et Vincent nous le disait, dont la gestion a été parfaitement maîtrisée. Dernier coup de frein pour le pilote Urgon, et la victoire. On va se rapprocher du muret des stands pour saluer l'équipe Autosport GP, pour dire merci les gars, c'est un peu grâce à vous. Merci à cette préparation de l'équipe lyonnaise, et pareil pour Jean-Baptiste Mella, qui est un coéquipier alors que Matteo représente sa propre équipe, l'équipe Herrero Racing. Pour aller plus loin, parlons de Pierre Sansilena. Lui, il est engagé par une autre équipe qui n'est autre que celle tout simplement dévolue à quelqu'un, à une équipe qui connaît très très bien cette technique, cette voiture, c'est Racing Technologies. Lilou Wadou ensuite à la 5e position, Gozia Erdest, ah là là, qu'est-ce qu'elle doit regretter de ne pas avoir réussi ses chronos, qui va terminer donc une excellente 6e place. Elle devance Edwin Trainard qui n'a pas retrouvé le rythme, hein. Ce tête à queue a été très perturbant pour lui. Par contre, le retour de Boulet, incroyable retour de Boulet, même si c'est pas la position qu'il espérait, eh bien le situe tout bonnement au 8e rang du scratch, devant Marc Guillot, qui a été l'auteur d'un début de course magique alors qu'il était second. Il a été pénalisé pour un départ qui a été jugé comme ayant utilisé les extérieurs de piste, et ça n'est pas évidemment permis à aucun moment de la course de mettre 4 roues en dehors des limites de cette route de course. Pour le classement des gentlemen, ça a été peut-être la course la plus épique, avec Stéphane Brooks qui a comblé de joie notre ami Vincent Beltoise tout à l'heure, et devant Yves Lemaître et Pierre Maki pour parler de Frédéric Croulet. Il termine 13e, 14e pour Philippe Bourgois, le Belge. Anthony Fournier conclut cette épreuve à la 15e position, et malheureusement pas de chance pour Stéphane Auriacombe et pour Philippe Queteau, qui n'ont pas vu le drapeau à damier. On voit le balai des drapeaux des commissaires de piste qui accompagne la joie de notre ami Laurent Urgon. Et à l'écran, on voit cette voiture numéro 5, et là aussi c'est la joie, mais celle de Stéphane Brooks. À un moment, premier, deuxième, troisième, ça a changé, ça a évolué dans tous les sens durant toute la course. Il a su être suffisamment réaliste pour préserver cette place. Je pense qu'elle ne démérite absolument pas. Il est rare d'ailleurs que le mérite soit retiré à ses pilotes, en tout cas pas de notre part, clairement. C'est évident. L'Alpine Alfa Romeo Cup a de beaux jours devant elle. Il nous reste une course demain, et puis 2 sur le très beau tracé de Portimao très bientôt, au mois de novembre. Il va falloir patienter un tout petit peu, et bien entendu on aura le plaisir de suivre ces épreuves en direct, là aussi sur la chaîne YouTube de l'Alpine Alfa Romeo Cup, devant laquelle vous êtes peut-être depuis le début de cet après-midi avez assisté comme nous à des courses absolument géniales, pour évoquer donc la performance d'Urgon. On va regarder le dernier tour qui a été très sage, 2 minutes 17 secondes 47 millièmes, et les images et les perspectives de ce circuit formidable, avec également le classement Urgon, Mella, Herrero. Ce sera le podium scratch. Pour parler des juniors, eh bien, il y en a 2 d'entre eux qui vont escalader à 2 reprises ce podium. Ça sera la plus haute marche pour Jean-Baptiste Mella. J'ai envie de rajouter encore une fois, c'est incroyable. Depuis quelques courses maintenant, ce pilote est l'homme à battre du groupe. Alors, bien entendu, attendons ces pilotes pour voir de quelle manière leur joie s'exprime avec toute l'équipe aux couleurs alpines, avec Alexandra Janté et toute son équipe, avec Signatec également, qui est à l'origine de la transformation de cette voiture de sport en voiture de course. Pour évoquer Signatec, on pense à Philippe Sino, on pense à cette équipe championne du monde LMP2, victorieuse de 24 heures du Mans 2019. Voilà quelques-uns des statuts particulièrement intéressants, bien entendu, de ce groupe. Voilà, dans quelques instants, la descente de voiture de ces pilotes. Ensuite, il y aura les meilleurs moments de cette épreuve. Et puis, on rejoindra très très vite le podium, de manière à ne pas prendre de retard par rapport à ce qui nous attend ensuite. C'est-à-dire le championnat de France GT, avec Thomas Bastin
qui va nous parler de voiture là pendant un petit peu plus d'une heure avec Laurent Mercier. Voilà, Matteo Herrero, premier à rejoindre cette victoire dernière avec Benoît Rousset qui va se saisir tout de suite des sensations et des impressions du jeune Matteo. Et la victoire de Laurent Hurgon avec les applaudissements de l'équipe et du clan de Gilles Zaffini qui va pouvoir évidemment, et ça n'est pas lui là, qui va aller saluer la perle de Laurent Hurgon. Laurent qui était en pôle, Laurent qui affiche un sourire radieux à l'image de la météo d'aujourd'hui. Pourvu que demain on ait des conditions comparables, ce sera absolument terrible que l'on revive ce qu'on a vécu vendredi. On pense avec émotion à ceux qui en ont souffert encore plus que nous. Ce sont les habitants de Nice, malheureusement, une ville qui a été très touchée par cette tempête Alex. Là, nous, la tempête, c'était la tempête Laurent Hurgon, Laurent qui est récompensé, salué par l'ensemble du staff. Et voilà, quelques moments et qui comptent dans la vie, même si on en a eu beaucoup. Alors qu'on va bien sûr assister dans quelques petits instants, le temps pour nous de sauter au podium ensuite au meilleur moment de cette épreuve, déjà montée par toute l'équipe de Stop & Go. Et nous allons revoir les meilleurs moments, les moments clés, les moments le plus souvent liés à des dépassements. Et c'est pour maintenant. Le départ donc absolument parfait pour cette Alpine Elf Europa Cup course 2. Une attaque de Pierre Sancinena sur Laurent Hurgon qui se solde par un passage sur le vibreur qui lui fait perdre 2 crans. Le bon départ également d'Edwin Trainard qui est là devant Jean-Baptiste Mella qui attaque au pont et ça va passer pour JB Mella. Contre-attaque d'Edwin Trainard. Une attaque également, il y en a eu beaucoup pour Matteo Herrero sur Marc Guillot. Marc qui n'a pas vu derrière Jean-Baptiste Mella qui est arrivé pourtant et qui malheureusement est allé le frictionner. Ça lui chamboulait un petit peu les projets de Jean-Baptiste à ce moment-là. Et Marc Guillot qui à ce moment ne sait pas qu'il va être pénalisé par la direction de course et qui continue de faire sa course naturellement. On ne peut pas évidemment le reprocher quoi que ce soit. Edwin Trainard que l'on aperçoit, il attaque dans le bossé, une attaque scolaire absolument splendide de Jean-Baptiste Mella qui arrive à garder sa voiture en trajectoire et qui garde donc et qui s'empare en tout cas de cette position de second à ce moment de l'épreuve et qui va creuser l'écart ensuite sur Matteo Herrero. On en restera là pour le top 3 et on voit cette image de la belle Alpine blanche de Laurent Hurgon qui a dominé les débats tout au long de la course et Matteo Herrero qui va prendre les gros points de la 2e position et la joie sous le drapeau à damier pour toute l'équipe Autosport GP qui place 2 voitures aux 2 premières positions. Voilà donc cet instant toujours magique de la Victory Lane et de la joie et du bonheur que l'on va dans quelques instants aller partager avec toute l'équipe alpine et ce sera cette fois au podium. Chers amis, on se donne rendez-vous demain matin pour la course numéro 3.